Imaginez que vous êtes couché dans la neige, saignant la mort, pendant que la fille de 3 jours dans vos bras devient silencieuse. La famille de votre mari vient de vous pousser en bas d'une volée d'escalier en pierre pendant un blizzard. Ils vous ont appelé ordure, déchet, une personne insignifiante. Mais ils n'avaient aucune idée qu'en 4 heures, vous hériteriez de 2,3 milliards de dollars. Et vous alliez faire regretter ça à chacun d'entre eux. Mon nom est Emma Harrington, et ceci n'est pas une œuvre de fiction. Ceci est la vraie histoire de comment je suis passé de mourir dans un banc de neige à faire tomber une dynastie entière. C'est à propos de comment une famille qui croyait être intouchable a appris la leçon de sa vie. Ne jamais sous-estimer la femme que vous décidez de jeter. Pendant 3 ans, ils m'ont humilié, ont diffusé mes moments les plus vulnérables à leurs 500 000 followers et ont même essayé de voler mon enfant en utilisant un système légal corrompu. Ils croyaient que leur argent et leur influence les rendaient des dieux. Ils avaient tort. Parce que quand je suis entré dans cette salle de conférence 8 semaines plus tard, avec des cheveux blonds platine, un empire d'1 milliard de dollars derrière moi, et 4 millions de personnes regardant en direct, le regard sur leur visage quand ils ont réalisé qui j'étais vraiment. Ce moment seul a rendu tout ça utile. Mais ce qui l'a rendu légendaire fut ceci. Ils avaient signé un formulaire de consentement sans lire les petits caractères, tout comme ils m'avaient une fois forcé à le faire. Le karma, il s'avère, a un merveilleux sens de l'humour. Vous devez rester avec moi jusqu'à la toute fin parce que le rebondissement dans la salle d'audience, le FBI qui se présente et ce qui est finalement arrivé à chacun d'eux, vous ne croirez pas comment cette histoire se termine. Et si quelqu'un vous a déjà fait vous sentir sans valeur, si vous avez déjà été mise de côté, alors cette histoire est pour vous. Avant que nous commencions, s'il vous plaît, faites-moi une petite faveur. Si vous croyez en la justice, appuyez sur ce bouton « J'aime » tout de suite. Laissez un commentaire me disant ce que vous auriez fait à ma place et assurez-vous de vous abonner. L'histoire que j'ai pour vous la semaine prochaine est encore plus incroyable que celle-ci. Faites-moi confiance, vous ne voulez pas la manquer. Maintenant, laissez-moi vous ramener au tout début. Cette histoire vous enseignera une vérité puissante. Votre moment le plus sombre ne vous définit pas. Il vous affane. Si vous avez déjà été jeté, rabaissé ou qu'on vous a dit que vous n'étiez rien, restez jusqu'à la toute fin car ceci n'est pas juste du divertissement. Ceci est un plan pour récupérer votre pouvoir. C'était le 14 février, la Saint-Valentin, le jour où mon monde entier s'est effondré. Ils m'ont traîné sur les sols en marbre, mes fils de 3 jours criant dans mes bras, et nous ont ensuite jetés en bas des marches en pierre et dans un blizzard. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en seulement 4 heures, j'hériterais de 2,3 milliards de dollars, et je prévoyais de faire payer chacun d'eux pour ce qu'ils avaient fait. Mon nom est Emma Harrington. Et ceci est l'histoire de comment je suis passé de saigner à mort dans la neige à détruire une dynastie familiale entière. Vous devez rester jusqu'à la fin parce que les images d'eux réalisant qui j'étais dans cette salle de conférence sont devenues virales et les ont complètement ruinés. Vous ne voulez pas manquer le moment où 4 millions de personnes les regardent supplier. Retournons là où tout a commencé. 3 jours plus tôt, j'étais dans un lit d'hôpital à Mercy General. Mon corps essayait encore de guérir d'une césarienne d'urgence. La douleur était atroce. Une ligne brûlante sur mon estomac qui s'intensifiait à chaque respiration. Mais absolument rien ne pouvait se comparer à la douleur profonde du vide que je ressentais. Mon mari Michael n'était pas venu me voir depuis 52 heures. Pas une seule fois j'avais tenu le compte. Les infirmières continuaient de me lancer ces regards compatissants, leur voix baissant d'un chuchotement chaque fois qu'elles pensaient que j'étais hors de portée d'ouïe. Je continuais de me dire qu'il était juste débordé de travail et qu'il serait là bientôt. Mon Dieu, j'étais si stupide. C'était le 14 février, la Saint-Valentin. L'ironie amère ne m'échappait pas. Mon bébé, Grace, dormait dans le berceau à côté de mon lit, son petit visage teinté d'une légère jaunisse. Le médecin m'a assuré que c'était normal et qu'il n'y avait rien à craindre.
Mais chaque fois que je la regardais, un nœud de peur se serrait dans ma poitrine. Elle était si minuscule, si délicate et si parfaite. Et son propre père n'avait même pas pris la peine de venir la rencontrer. J'étais encore attaché à des perfusions intraveineuses dans mes deux bras et j'utilisais encore une sonde urinaire. La douleur de l'incision était un constant 7 sur 10. Même avec le Percoet qu'il me donnait toutes les 4 heures, chaque petit mouvement était une agonie. Vers 23 heures, ma meilleure amie Rebecca est entrée discrètement dans la chambre. Elle travaillait dans l'unité de soins intensifs en bas et venait me voir chaque fois qu'elle avait une pause. « Emma, chérie, » dit Rebecca, sa voix tendue par une émotion que je ne pouvais pas vraiment identifier. Elle semblait vraiment inquiète, pas seulement offrant une sympathie polie. « Je dois te montrer quelque chose. S'il te plaît, essaie de ne pas paniquer, mais tu dois voir ça avant de l'entendre de quelqu'un d'autre. » Elle me tendit son téléphone. Il était déjà ouvert sur Instagram. J'ai fixé l'écran et mon monde entier s'est brisé en 1 million de petits morceaux là même dans ce lit d'hôpital stérile. C'était le compte de Michael. C'était une photo de lui avec une autre femme. Elle était magnifique, absolument radieuse et aussi très clairement enceinte. Sa main reposait sur son ventre dans cette pose classique d'une mère enceinte. Il dînait à Lernaden, un restaurant 5 étoiles dont je ne pouvais que rêver, un endroit où Michael ne m'avait certainement jamais emmené. La légende sous la photo disait « Avec ma vraie famille, enfin honnête, de nouveaux débuts et bénis avec la vraie. » Cela avait été posté il y a 6 heures. 47 000 personnes avaient aimé. Les commentaires étaient un mélange chaotique de félicitations et de confusion totale. « Attendez, n'êtes-vous pas marié? » demanda une personne. « Qui est l'autre femme? » écrivit une autre personne. Mais la majorité des commentaires étaient juste des emojis cœurs et des gens célébrant sa vérité. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait directement atteint ma poitrine et avait serré mon cœur jusqu'à ce qu'il cesse de battre. « Emma, » dit Rebecca doucement. « Ça empire. Il a dit à tout le monde à l'hôpital que tu l'avais piégé dans le mariage et qu'il est enfin libre d'être avec la femme qu'il aime vraiment. » 3 ans. Nous étions mariés depuis 3 ans. J'avais passé 3 ans à essayer si désespérément d'être assez bonne pour lui, pour sa famille et pour leur monde. 3 ans de mon amour et de ma loyauté. Et tout ce temps, il avait une autre femme. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. C'était un appel d'un numéro inconnu. J'avais le cœur trop brisé pour même penser à y répondre. Trop complètement brisé. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il aille sur la messagerie vocale, remarquant à peine que Lady de Laplan avait brièvement montré le nom W. Harrington privé. Je ne découvrirai jamais que mon grand-père avait essayé de m'appeler à 23h47 cette nuit-là pour planifier notre toute première rencontre. Je ne réaliserai jamais à quel point j'avais été proche d'être sauvé. Juste à ce moment-là, le Dr. Morrison est entré dans la pièce tenant mes papiers de sortie. Elle était l'obstétricienne qui avait accouché Grace, une femme gentille d'une 50aine d'années, avec un toucher doux et des yeux inquiets. « Madame Sterling, » commença-t-elle prudemment, « j'ai besoin de vous parler de quelque chose. Les services sociaux de l'hôpital ont signalé quelques problèmes préoccupants. Votre mari n'a pas visité et il y a eu quelques... » La porte fut soudainement ouverte avec un grand fracas. Victoria Sterling, ma belle-mère, fut la première à entrer. Elle portait un manteau de créateur qui coûtait probablement plus que ma voiture, avec un sac Hermès pendu à son bras et un regard de pure fureur dans ses yeux. La suivait Jonathan, le père de Michael, vêtu d'un costume cher qui criait juste vieil argent et influence. Puis vint Madison, la sœur de Michael, qui avait déjà son téléphone sorti et enregistrait. Et la dernière était Alexis, la femme de la photo Instagram. Elle arborait un sourire suffisant, avec une main posée de manière protectrice sur son ventre de femme enceinte comme si elle revendiquait un droit. Le Dr. Morrison s'avança devant eux. « Je suis désolé, mais les heures de visite sont terminées et Madame Sterling a besoin de son repos. » Victoria lui fit simplement un geste de la main dédaigneux. « Nous sommes de la famille.
Nous avons tous les droits d'être ici. Elle a alors poussé un dossier dans les mains du Dr. Morrison. Ce sont des documents des services de protection de l'enfance. Ma belle-fille est mentalement instable et une mère inapte. Nous sommes ici pour protéger notre petite fille. Je les ai juste regardés, complètement incapables de comprendre ce qui se passait. Documents des services de protection de l'enfance. Quoi? Le dossier était rempli de faux papiers qui affirmaient que je souffrais de psychose postpartum, incluant un faux rapport psychiatrique d'un Dr. Gerald Rothman, le psychiatre personnel de la famille Sterling. Le rapport recommandait le retrait temporaire immédiat de mon enfant de ma garde en attendant une évaluation complète. Les mains du Dr. Morrison tremblaient alors qu'elle lisait les documents. Je pouvais voir le conflit sur son visage. Elle savait que c'était mal, mais était impuissante contre eux. Le service juridique de l'hôpital avait été appelé. La grande donation de la famille Sterling à la nouvelle Hill Est leur donnait un immense pouvoir ici. Victoria s'approcha de mon lit. Sa voix était comme du poison. « Tu as ruiné la vie de mon fils depuis assez longtemps. Tout cet acte pathétique se termine ce soir. » J'étais faible, désorienté et encore étourdi par les antidouleurs. « De quoi parlez-vous? Je viens d'avoir son bébé. » Alexis laissa échapper un rire court et cruel. Elle s'avança et sortit un jeu de papier de son sac à main. « Ce bébé n'est même pas le sien. Nous avons fait un test, Ed. » Elle tendit ce qui ressemblait à de faux résultats de laboratoire. Probabilité de paternité, 0%. Ma tête tournait. Quand? Comment cela pouvait-il être possible? J'avais été à l'hôpital tout ce temps. Vous ne pouvez pas tester l'ADN d'un nouveau-né sans la permission de la mère, ai-je protesté. Mais ils avaient des papiers d'apparence officielle qui disaient qu'ils l'avaient fait. Madison a commencé à diffuser en direct toute la scène sur Instagram. Je pouvais me voir sur l'écran de son téléphone, pâle et brisé dans une chemise d'hôpital. « Salut tout le monde », dit Madison d'une voix joyeuse mais cruelle. « Vous vouliez tous connaître la vérité sur la femme chercheuse d'or de mon frère. Eh bien, la voici qui vous parvient en direct de l'hôpital où elle essaie de le piéger avec un bébé qui n'est même pas le sien. » J'ai regardé avec une horreur totale les commentaires commencer à affluer. « Oh mon Dieu, est-ce réel? Elle a l'air si pathétique. Ton frère mérite tellement mieux. » 500 000 de ses followers me regardaient au point le plus bas de ma vie. Victoria se pencha près de moi. « Laissez-moi vous dire ce que vous êtes vraiment aimant. Vous êtes une blague. Vous êtes un pari que mon fils et ses amis de collège ont fait pour 100 000 $ pour voir s'ils pouvaient épouser la fille la plus pauvre du campus et le tolérer réellement pendant 3 ans. » Elle a sorti son téléphone et a joué une vidéo. C'était Michael Ivre à son enterrement de vie de garçon il y a 4 ans, riant avec un groupe de 7 amis. Mec, 3 ans avec une poubelle de caravane pour 100 000 $. C'est de l'argent facile. Je vais juste fermer les yeux et prétendre qu'elle est quelqu'un d'autre. Quand nous leçons des rires, tant de rires cruels a rempli la pièce. Mon monde s'est complètement effondré. 3 ans. Chaque je t'aime, chaque célébration d'anniversaire, chaque fois que j'avais essayé si fort de m'intégrer dans son monde et d'être digne du nom Sterling. C'était tout juste une blague. Les yeux de Madison tombèrent sur mon poignet, sur le simple bracelet à chaîne en argent, avec un petit charme qui avait appartenu à ma mère. C'était la seule chose qu'il me restait d'elle. « Oh, qu'est-ce que c'est, Raikana Madison, votre précieux héritage familial. » Elle tendit la main pour l'arracher de mon poignet. J'ai rapidement retiré mon bras et une douleur aiguë a traversé mon abdomen. « Ne touche pas ça, c'est tout ce que j'ai de ma mère. » Victoria me gifla alors violemment sur le visage. Le son aigu résonna dans la chambre d'hôpital silencieuse. Le Dr. Morrison haleta audiblement et dit « C'est une agression. J'appelle la sécurité. » La voix de Jonathan était glaciale alors qu'il répondait « Nous sommes la sécurité. Ceci est l'hôpital Memorial Harrington. Ma famille a financé toute l'aile Est. N'hésitez pas à appeler qui vous voulez. » L'ironie était qu'ils n'avaient aucune idée que l'hôpital portait en fait le nom de mon grand-père. Ils proféraient des menaces contre moi à l'intérieur de l'institution de ma propre famille. Juste à ce moment-là,
Rebecca entra en trombe dans la pièce, exigeant « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Quand la sécurité de l'hôpital est arrivée, ils étaient visiblement confus. Les donations majeures de Jonathan lui donnaient du poids, et les gardes ne savaient pas comment procéder. Victoria me fourra des papiers de divorce dans les mains. Vous signerez ceci à l'instant, ou les services de protection de l'enfance prendront votre bébé dès le matin. Nous avons des professionnels de la santé qui jureront que vous êtes mentalement instable. Vous ne la reverrez plus jamais. J'étais désorienté par les analgésiques, terrifié, et dans une agonie brûlante à cause de mon incision chirurgicale. La pièce entière avait l'impression de tourner. S'il vous plaît, ai-je supplié. Je vous en prie. S'il vous plaît, ne me prenez pas mon bébé. Ma main tremblait si violemment que je pouvais à peine tenir le stylo, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai signé les papiers. Alexis se pencha près, son souffle chaud sur mon oreille alors qu'elle chuchotait. « As-tu honnêtement cru qu'une personne comme toi pourrait jamais garder un enfant Sterling? Tu es une personne insignifiante. Tu seras toujours une personne insignifiante. » Victoria offrit un sourire froid et victorieux et annonça « Vous êtes libérés. Vous pouvez venir au domaine demain pour récupérer vos ordures. Après ça, vous serez partis pour de bon. » Et avec ça, ils étaient partis. Je me suis complètement effondré, mon corps secoué de sanglots. Rebecca me tint fermement et dit « Nous allons appeler la police. C'est du harcèlement et de la coercition flagrant. » « Non, ai-je chuchoté en retour. Ils ont une armée d'avocats et de l'argent sans fin. J'ai absolument rien. J'ai juste besoin de savoir que mon bébé est en sécurité. » C'est alors que le Dr. Morrison est sorti son téléphone portable personnel. Je n'avais pas réalisé qu'elle enregistrait toute la confrontation. Je n'étais pas consciente qu'elle était une rapporteuse obligatoire qui prenait ses responsabilités avec le plus grand sérieux. « Je documente tout ceci, » dit-elle à voix basse. « Ce qu'ils font est de l'abus. J'étais trop brisé pour même le traiter. Cela ne fera aucune différence, ai-je marmonné. Des gens comme eux gagnent toujours. » Mais ces actions feraient une très grande différence plus tard. Je ne pouvais juste pas le voir à ce moment-là. Le lendemain matin, le 15 février, j'ai hélé un Uber pour aller au domaine Sterling à Greenwich, Connecticut. Michael avait maintenu un contrôle complet de nos finances tout au long de notre mariage. Donc, je ne pouvais même pas me permettre une voiture à moi. Mon bébé Grace était dans un siège auto d'hôpital standard couvert seulement d'une fine couverture. Elle était si minuscule et fragile, juste âgée de 3 jours, et son monde se brisait déjà autour d'elle. Le manoir s'éleva devant nous, un exemple massif d'architecture géorgienne qui semblait crier son statut de vieil argent de chaque pilier et panneau de verre. J'y avais passé 3 ans de ma vie et ça ne s'était jamais une seule fois senti comme chez moi. Mes clés fonctionnaient encore quand je me suis introduite par les énormes portes d'entrée. Le personnel de maison, que j'avais autrefois cru gentil, refusait maintenant d'établir un contact visuel. Quelques-uns d'entre eux avaient même des sourires suffisants sur leur visage. J'ai découvert que toutes mes possessions avaient déjà été emballées et jetées dans l'allée à l'intérieur de sacs poubelles comme si elles étaient des déchets. Ma main tremblait alors que je me dirigeais vers ma chambre, qui n'était pas la suite parentale. Michael et moi n'avions jamais partagé une chambre. J'avais toujours été relégué au quartier des domestiques à l'arrière de la maison, un rappel constant que je ne faisais pas vraiment partie de la famille. À l'intérieur, tout avait été détruit. Mes vêtements étaient trempés d'eau de la fontaine extérieure, complètement ruinés. Mes livres étaient déchirés en morceaux, leurs pages éparpillées sur le sol. Les photographies de ma mère avaient été incinérées dans la cheminée du bas. Je pouvais encore sentir l'odeur persistante de cendres. Tous les bijoux de ma mère avaient disparu. J'ai trouvé Madison dans la chambre principale, les portants en fait, incluant le collier de perles de ma mère, la seule possession que je chérissais plus que toute autre chose au monde. « Oh, ce vieux truc !» dit Madison avec un rire en prenant le selfie. « Il est beaucoup mieux sur moi, tu ne trouves pas? » « Trouve-t
gardien. Alors que je faisais ma dernière promenade à travers ce manoir, j'ai été prise en embuscade par des souvenirs. Le premier Thanksgiving, Victoria m'avait forcé à servir tous les invités pendant que le reste de la famille mangeait. Quand j'ai fait un mouvement pour m'asseoir, elle a dit « L'aide ne mange pas avec la famille, chère. » Michael n'a pas dit un mot. Lors d'un gala de charité ma deuxième année, j'ai dû porter une robe empruntée parce que je n'avais pas d'argent pour en acheter une à moi. Victoria m'a averti de ne pas les embarrasser et de rester à l'arrière. Ne parler à personne d'important. Jonathan m'a fait travailler la salle de vestiaire pendant que Madison se mêlait dans des robes de créateurs coûteuses. Puis à mon troisième Noël, les Sterling ont échangé des cadeaux qui valaient des milliers de dollars. Le cadeau de Michael, pour moi, était un aspirateur. Toute la famille a ri. Victoria a remarqué, « Eh bien, au moins maintenant, vous serez utile. » Cela avait été 3 ans d'humiliation soigneusement planifiée. J'ai rassemblé ce qui restait de ma vie dans un seul petit sac. Grace a commencé à pleurer, ayant besoin d'un changement de couche et d'être nourrie, mais il n'y avait nulle part où je pouvais prendre soin d'elle. Juste avant que je ne puisse m'échapper, la voix de Victoria grésilla à travers le système d'interphone. « Emma, chérie, s'il te plaît, viens au hall principal immédiatement. Nous t'attendons tous. » Un sentiment d'effroi m'a envahi. Le hall d'entrée principal était énorme avec des sols en marbre que j'avais été fait à récurer à 4 pattes et un lustre en cristal qui valait plus que ce que la plupart des gens gagnent dans une vie. Toute la famille Sterling y était réunie, arrangée comme une cour royale. Victoria était au centre, la reine présidant ses sujets. Jonathan se tenait à côté d'elle, le roi. Madison était sur l'escalier, son téléphone déjà sorti et enregistrant. Michael était appuyé contre un mur lointain, incapable même de regarder dans ma direction, et Alexis était accroché au bras de Michael, arborant ce même sourire triomphant. 4 gardes de sécurité que je ne reconnaissais pas se tenaient à proximité, de grands hommes qui étaient clairement des bras armés engagés. La voix de Victoria était perçante et froide. « Avant que vous ne disparaissiez et que nous n'effacions toute mémoire de votre existence, vous vous mettrez à genoux et vous vous excuserez d'avoir gâché 3 ans de nos vies et d'avoir essayé de piéger mon fils avec un enfant bâtard. » J'ai serré Grace encore plus fort. « Non, ai-je dit fermement, je pars. Laissez-moi passer. » La menace de Jonathan fut prononcée doucement mais portait un poids mortel. « Vous vous agenouillerez ou nous nous assurerons que chaque refuge pour sans-abri au Connecticut est conscient que vous êtes une maltraitante d'enfants instable. Les services de protection de l'enfance vous traqueront. Je ne m'agenouille pas. » Ai-je répété. Victoria hocha simplement la tête aux gardes de sécurité. Tout ce qui s'est passé ensuite était un flou. Un garde saisit mes bras. J'ai crié. « S'il vous plaît, je tienne mon bébé. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. » Un autre garde arracha brutalement Grace de mes bras. La douleur fut instantanée et insupportable. La force de la lutte déchira mes pointes de suture de césarienne. J'ai senti une sensation chaude et humide se répandre à travers mes vêtements. C'était du sang. Grace laissait échapper ce cri aigu unique au nouveau-né. C'était un cri de pure détresse, de terreur absolue. Madison diffusait l'événement en direct. C'est ce qui arrive quand les chercheuses d'or essayent de s'en prendre à la mauvaise famille. Elle honorait. Regardez le karma se dérouler en temps réel. Un flot de commentaires a afflué. Elle reçoit ce qu'elle mérite, jetez-la à la rue. Fausse maman de bébé. 500 000 personnes regardaient ma destruction complète et totale. Les gardes y ont commencé à me traîner sur le dur sol en marbre. J'étais trop faible pour me battre, encore en convalescence d'une chirurgie majeure et devenant étourdi par la perte de sang. Mon épaule a percuté le coin d'une colonne en marbre avec un craquement écœurant. Une explosion de douleur a traversé mon bras. J'ai pensé qu'il pourrait être disloqué. Mon bracelet s'est accroché au bord tranchant du marbre. Le charme s'est détaché et a glissé sur le sol. Une femme de chambre l'a rapidement ramassé et l'a mis dans sa poche.
Je n'ai pas réalisé alors à quel point elle deviendrait importante plus tard. Je saignais, criais et suppliais pour la miséricorde. Alexis est juste resté là et a ri. C'est juste si pathétique. Michael, est-ce vraiment à ça que tu as gaspillé 3 ans de ta vie? La voix de Michael était creuse et sans vie. Juste, sortez-la de la maison. Il manquait même de la décence de base pour montrer tout remords. Quand ils sont arrivés aux énormes portes d'entrée en chaîne, ils les ont ouvertes en grand. Un blizzard en pleine force faisait rage dehors. La température était de 15 degrés F, mais le refroidissement éolien la faisait ressentir comme 5. La neige tombait si fort que vous ne pouviez pas voir à plus de 3 mètres devant vous. Le vent hurlait comme une créature vivante furieuse. Ils m'ont jeté en bas des marches en pierre. J'ai essayé de me recroqueviller en boule pour me protéger, mais j'ai heurté le sol durement, dégringolant 5 marches. Chaque impact était agonisant. Mon épaule blessée a subi le plus gros de la chute. J'ai atterri en un tas dans la neige en bas, mon sang rendant le sol blanc d'un rouge horrible. Mon sac fut jeté après moi, son contenu s'éparpillant partout. Médicaments, couches, un seul changement de vêtements, tout ce que je possédais au monde. Alors un garde de sécurité a jeté Grace négligemment sur moi. J'ai juste à peine réussi à l'attraper, la serrant contre ma poitrine pour la protéger du froid brutal. Madison a crié depuis l'embrasure de la porte. « Ne pensez même pas à revenir ou nous vous ferons arrêter pour intrusion. Dites au revoir à votre faux bébé. » Les derniers mots de Victoria tranchèrent le vent hurlant. C'est exactement là où les ordures appartiennent. La lourde porte claqua avec un dernier boom qui sembla résonner dans la rue vide. Je suis juste resté là dans la neige gelée, couverte de sang, avec une épaule disloquée et une incision de césarienne déchirée. Les pleurs de Grace devenaient plus faibles, ce qui était bien plus terrifiant que ses cris ne l'avaient été. Mon téléphone avait été brisé dans la chute. Je n'avais pas d'argent, pas de manteau, juste un mince gilet d'hôpital et pas de chaussures appropriées. Seules des pantoufles d'hôpital qui étaient déjà trempées. À ce moment-là, je croyais vraiment que Grace et moi allions mourir là. « Je suis tellement désolé, ma douce petite fille, » ai-je chuchoté, la blottassant plus profondément dans mon cardigan pour partager le peu de chaleur corporelle qu'il me restait. Maman a tant essayé. Je suis tellement désolé. Puis Grace est devenue silencieuse. Ce silence m'a fait plus peur que toute autre chose. Les bébés ne deviennent pas silencieux dans le froid glacial, à moins que quelque chose ne soit terriblement faux. « S'il te plaît, ne me quitte pas, » ai-je supplié son petit corps immobile. « S'il te plaît, tu es tout ce que j'ai. » Ma vision a commencé à nager. L'hypothermie commençait à prendre le dessus. Je pouvais sentir mon propre corps commencer à s'arrêter. J'ai fermé les yeux, me sentant commencer à lâcher prise. Et puis je les ai vus, des phares coupant à travers l'épais mur de neige. 3 bus Mercedes noirs se sont matérialisés comme des fantômes hors du blizzard. Les bus se sont arrêtés directement devant moi. Leurs portes se sont ouvertes avant même que les véhicules n'aient complètement cessé de bouger. Un gentleman âgé dans un costume Tom Ford impeccable est sorti tenant un parapluie au-dessus de sa tête. Même à 3h47 du matin pendant un blizzard, il avait l'air d'être juste sorti d'une salle de conférence d'entreprise. « Mademoiselle Emma Catherine Morgan », dit-il. « Dieu merci, nous vous avons trouvé. » Je pouvais à peine former des mots. « Comment? Qui êtes-vous? » Il s'agenouilla dans la neige juste à côté de moi, ruinant complètement ce qui devait être un costume de 3000 $. Il ne semblait pas remarquer ou s'en soucier. « Votre grand-père m'a envoyé, » expliqua-t-il. « Nous devons vous mettre toutes les deux en sécurité immédiatement. » Derrière lui, une équipe de paramédicaux en uniforme médicaux Harrington Global se précipitait vers nous, transportant des couvertures chauffantes et une gamme complète d'équipements médical. « Grand-père », ai-je réussi à dire, « le père de ma mère est décédé avant même ma naissance. » « Je n'ai pas de... »« Oui, vous en avez un, » il interrompit doucement. « Son nom est William James Harrington,
et nous devons vous transporter au centre médical Harrington à l'instant. Votre fille est à environ 10 minutes d'hypothermie critique. Les paramédicaux se sont déplacés avec une vitesse professionnelle expérimentée. Ils nous ont enveloppés, Grace et moi, dans des couvertures chauffantes. Ils ont mis en place une ligne intraveineuse dans mon bras parce que j'étais gravement déshydraté et ont donné de l'oxygène à Grace parce que sa respiration était devenue superficielle. Quelqu'un a stabilisé mon épaule tandis que d'autres appliquaient des bandages compressifs pour arrêter le saignement. Ils nous ont chargés avec soin dans l'un des VUS chauds. La chaleur à l'intérieur du camion fut un choc après le froid mordant. Un monsieur plus âgé, dont le nom, je le découvrirai bientôt, était Richard Blackwell, s'est assis avec nous, ses yeux scrutant le blizzard alors qu'il surveillait tout. Les chauffeurs ont conduit le VUS avec un calme déconcertant, comme si la tempête n'était rien de plus qu'une légère pluie. Richard était au téléphone, sa voix calme et efficace. Il dit « Dr. Anderson, notre heure d'arrivée estimée est de 8 minutes. J'ai une femme de 28 ans, 3 jours post-césarienne, avec un saignement actif et une possible dislocation de l'épaule. Elle a une hypothermie modérée. J'ai aussi un nourrisson de 3 jours dans un état critique avec une hypothermie sévère. Veuillez préparer l'unité de soins intensifs néonatales et une équipe de traumatologie. » Un paramédical prenait la température de Grace. 95,5, dit-il doucement. Nous devons la réchauffer progressivement. La température normale d'un nouveau-né est entre 97 et 99. Si elle tombait à 93, ses organes commenceraient à défaillir. Je ne pouvais que les regarder prendre soin de ma fille, trop épuisée pour ressentir autre chose qu'une fragile confiance en ces étrangers sortis de nulle part. Nous sommes arrivés au centre médical privé Harrington à 4h15 du matin. Cet endroit ne ressemblait en rien à Mercy General, où j'avais accouché. C'était à un niveau complètement différent. C'était un hôpital privé conçu pour les extrêmement riches, avec des sols en marbre poli, de l'or original sur les murs, et des chambres de patients qui ressemblaient à des suites d'hôtels de luxe. Grace fut immédiatement emmenée à l'unité de soins intensifs néonatales. Une équipe de 6 spécialistes l'entoura instantanément, initiant des protocoles de réchauffement et surveillant chaque signe vital avec précision et soin. Le Dr. Anderson, le pédiatre en chef, me parla pendant que son équipe travaillait. Vous l'avez amenée au dernier moment possible, 5 minutes de plus, et elle aurait probablement subi des dommages permanents. J'ai ensuite été déplacé vers une suite privée qui ressemblait plus à une chambre d'hôtel Four Seasons. Ils ont remis mon épaule disloquée en place, ce qui fut agonisant mais essentiel. Et puis, ils ont soigneusement recousu mon incision de césarienne. Tant ils m'ont commencé une transfusion sanguine, une perfusion intraveineuse et des antibiotiques. Puisque la combinaison d'exposition et de plaies ouvertes créait un risque sévère d'infection, ils m'ont donné des analgésiques qui fonctionnaient réellement. Je me suis finalement réveillé 7 heures plus tard à 11h du matin au soleil se déversant à travers les énormes fenêtres. Pendant une seconde fugace, j'ai pensé que tout cela avait été un horrible cauchemar. Mais ensuite, j'ai vu mon épaule bandée, les lignes intraveineuses dans mon bras et toutes les machines médicales. Une vague de panique m'a envahi. Grace, où est mon bébé? Juste à ce moment-là, le Dr. Morrison, la même obstétricienne de Mercy General, est entrée dans la pièce. Emma, vous avez besoin de respirer. Grace est stable. Elle est dans l'unité de soins intensifs néonatales sous observation constante. Elle va s'en sortir. J'étais stupéfaite. Que faites-vous ici? Comment avez-vous su? Monsieur Blackwell m'a appelé, expliqua-t-il. Il m'a raconté ce qui s'était passé. J'ai démissionné de Mercy General ce matin. Je ne pouvais pas continuer à travailler pour un hôpital qui vous laisserait seul à vous arriver. Un moment plus tard, Rebecca ait fait irruption, m'enlaçant doucement tandis que des larmes coulaient sur son visage. « Oh mon Dieu, Emma, j'ai essayé de vous appeler toute la matinée
Et quand vous n'avez pas répondu, j'ai conduit jusqu'au manoir Sterling. J'ai vu les taches de sang dans la neige. J'ai pensé le pire. Elle commença à sangloter. Je vais bien, je l'ai rassurée. Nous allons bien toutes les deux. Richard Blackwell entra alors dans la pièce tenant un porte-document en cuir. Mesdames, si vous voulez bien nous excuser, j'ai besoin de parler avec Emma en privé. Ce que j'ai à partager avec elle est hautement confidentiel. Rebecca et le Dr. Morrison sont partis, bien qu'elle semblait réticente à partir. Richard déplaça une chaise à côté de mon lit. Une infirmière apporta Grace dans la pièce dans un berceau néonatal roulant. Elle était toujours connectée à des moniteurs, mais elle était stable. Voir mon bébé vivante et en sécurité m'a fait recommencer à pleurer. Emma, Richard a commencé. Le nom de votre mère, avant qu'elle ne devienne Catherine Morgan, était Catherine Harrington. Votre grand-père était William James Harrington. Il était le fondateur et PDG de Harrington Global Industries. Il m'a montré une photographie d'un homme âgé aux yeux bienveillants, mais avec un air d'autorité indéniable. Je n'avais jamais vu son visage auparavant. Ma mère n'a jamais parlé de sa famille. Elle m'a toujours dit qu'ils étaient tous morts. Richard commença à me raconter l'histoire. Ma mère s'est enfuie de chez elle quand elle avait 19 ans, après une énorme dispute avec son père à propos de mon père, James Morgan. William était convaincu que James ne l'utilisait que pour l'argent de la famille. Il s'est avéré qu'il avait raison. Mais Catherine était têtue et farouchement fière. Elle est partie de chez elle sans rien, a changé son nom de famille, a déménagé en Ohio et a travaillé 3 emplois pour m'élever seule après que mon père nous a quittés quand j'avais 2 ans. Sa fierté l'a empêché de jamais contacter sa famille et la fierté de William l'a empêché de s'excuser. C'étaient 2 personnes têtues qui s'aimaient tendrement, mais ne pouvaient pas surmonter leurs propres égos. Quand ma mère est morte dans un accident de voiture il y a 5 ans, William avait le cœur brisé. Il la suivait depuis des années, toujours observant de loin, mais ne prenant jamais contact. Après sa mort, il a commencé à me chercher. Il vous a trouvé il y a 2 ans. Richard dit, juste après votre mariage avec Michael Sterling, mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Pendant les 2 dernières années, William est veillé sur vous. Il avait une équipe de sécurité qui vous suivait et des caméras surveillant la propriété Sterling. Il a été témoin de tout ce qu'ils vous ont fait subir. Richard m'a alors montré la preuve vidéo. Il y avait Victoria me forçant à servir des boissons à ses fêtes, Jonathan me traitant comme une servante impayée, les cruautés constantes de Madison et la froide négligence de Michael. C'était tout là. Pourquoi ne m'a-t-il pas aidé? Ma voix se brisa. Richard expliqua que William était désespéré d'intervenir, mais son équipe légale, moi inclus, l'avait pressé d'attendre. Nous devions construire un bouclier légal étanche pour votre héritage, assurant que les Sterling ne pourraient jamais prétendre que vous aviez épousé Michael avec toute connaissance de l'argent du ceci n'aurait aucun fondement pour contester le testament. Nous construisions une fiducie qui vous protégerait de tout le monde. Le plan original était que William se présente à vous le lendemain de votre accouchement, qui était le 15 février aujourd'hui. Cet appel bloqué que j'ai eu la nuit dernière, ai-je demandé dans un chuchotement. Richard hocha la tête. C'était William. Il était sur un vol de retour de Londres. Il appelait pour vous faire savoir qu'il serait à l'hôpital ce matin pour enfin vous rencontrer. La voix de Richard trembla, la première fissure dans son sang-froid professionnel. Son avion a atterri à 6h du matin. Il est allé directement à sa voiture. Je l'ai appelé pour fixer l'heure exacte de la réunion. Il m'a demandé comment vous alliez. J'ai dû lui dire que vous aviez été libéré et nous ne pouvions pas vous trouver. Le tracker GPS a montré votre emplacement au manoir Sterling. Un tracker GPS, le bracelet de votre mère, celui que vous avez porté chaque jour pendant des années. William avait une puce GPS de qualité médicale installée à l'intérieur du charme. Il était étanche, avait une batterie de 5 ans et incluait des capteurs de chaleur. J'ai instinctivement touché mon poignet. Le bracelet était parti.
Le charme a dû se casser et se perdre dans la neige. C'est comme ça que nous vous avons localisé. À 3 heures du matin, le capteur de chaleur a envoyé une alerte indiquant que le sujet entrait dans un état hypothermique. J'ai appelé William tout de suite pour lui dire que vous étiez en danger immédiat. Il a affiché le flux de sécurité en direct que nous avions installé sur le domaine Sterling. Richard a tourné sa tablette vers moi et j'ai tout vu. L'agression entière. Madison a diffusant en direct. Moi étant traîné dehors et jeté en bas des marches. Le sang sur la neige. Grace au bord de la mort. Tout cela horodaté. William a regardé cette vidéo à 7h05 du matin, assis dans sa voiture. La voix de Richard se brisa complètement. À 7 heures du matin, son chauffeur m'a appelé en panique. William s'était effondré. C'était une crise cardiaque massive. Les paramédicaux sont arrivés à 7h21. Il a été déclaré mort à 7 heures du matin. L'ironie dévastatrice de tout cela a ressemblé à un coup physique. Emma, pensez à ceci. Quand ils vous ont jeté en bas de ces escaliers à 3 heures du matin, vous n'étiez personne. Vous étiez exactement ce qu'ils vous appelaient. Pauvre, impuissante et jetable. Mais juste 4 heures plus tard, à 16 heures du matin, le moment même où la mort de William fut légalement enregistrée, vous êtes devenue l'unique héritière d'un empire de 2,3 milliards de dollars. Ils vous ont laissé pour morte dans la neige quand vous n'aviez rien. Mais alors que vous étiez couché sur ce sol gelé, le temps s'écoulait jusqu'à 7 heures du matin quand vous deviendriez une milliardaire. Ils n'avaient juste aucune idée. J'ai fixé l'écran, mon esprit incapable de tout saisir. Les derniers moments de votre grand-père ont été passés à les regarder vous torturer, sachant qu'il était sur le point de vous donner le pouvoir de tous les détruire. Richard m'a alors donné une enveloppe. L'écriture sur le papier épais était celle de William. J'ai lu la lettre à travers mes larmes. Ma très chère Emma, si tu lis cette lettre, cela signifie que je suis parti. Je suis tellement désolé d'avoir attendu trop longtemps. J'étais en chemin pour enfin te rencontrer, pour te dire à quel point je suis désolé d'avoir manqué à ta mère, de ne pas t'avoir trouvé plus tôt, et d'être resté là pendant que cette famille te faisait du mal. Je voulais que les protections légales soient parfaites d'abord. Je voulais garantir que personne ne pourrait jamais voler ce que je te donne, mais j'aurais dû me concentrer sur ta protection à la place. J'ai vu les images de sécurité ce matin. Les regarder te jeter, toi et ton bébé Grace, dans la neige m'a fait réaliser que j'avais fait une terrible erreur. Voir ça m'a littéralement brisé le cœur. Mais je peux encore te protéger même dans la mort. Tout ce que j'ai construit est maintenant à toi, de 3 milliards de dollars, 40 entreprises et propriétés dans 18 pays. Tout cela t'appartient. Maintenant, prends cet empire. Montre-leur ce que cela signifie vraiment d'être une Harrington. Ne laisse jamais personne te faire baisser la tête à nouveau. Fais-leur payer pour chaque échymose, pour chaque larme et pour chaque seconde où ils t'ont fait te sentir sans valeur. Tu n'es pas des ordures. Tu es ma petite fille. Tu es plus puissante que tu ne peux l'imaginer. Et je suis tellement désolé. Je ne serai pas là pour te regarder t'élever. Avec tout mon amour, grand-père William. J'ai serré la lettre contre ma poitrine et j'ai sangloté. Grace dormait paisiblement dans son berceau à côté de moi, enfin en sécurité. La fiducie est déjà active, m'informa Richard. Tout est transféré à vous immédiatement. Il n'y aura pas de tribunal des successions et pas de retard. Les impôts successoraux ont été pris en compte et le conseil d'administration a été informé. Emma, à partir de 8h ce matin, vous êtes la présidente de Harrington Global Industries et la famille Sterling n'est absolument pas au courant. Je l'ai regardé, mon visage encore mouillé de larmes. Mais quelque chose de nouveau prenait place dans mes yeux. Quelque chose de froid et dur comme l'acier. Dites-moi tout sur leurs entreprises, ai-je dit. Je veux connaître chaque vulnérabilité, chaque faiblesse. Un petit sourire effleura les lèvres de Richard pour la première fois. Maintenant, vous commencez à parler comme votre grand-père. Le jour suivant, le 16 février,
J'étais dans un fauteuil roulant à l'intérieur de la salle de conférence privée de Harrington Global. Mon corps guérissait encore, mais je devais comprendre l'empire que je commandais maintenant. Grace était juste à côté de moi dans une poussette de designer, surveillée par un membre du personnel médical de Harrington. Elle était en bonne santé et forte maintenant. La jeunesse était partie et sa peau avait un éclat rose sain. Richard me présenta plusieurs dossiers reliés en cuir sur la famille Sterling. Sterling Industries se nouait dans une dette catastrophique, commença-t-il, 83 millions de dollars au total. Il me montra les états financiers. Jonathan avait détourné 12 millions de dollars de fonds de pension des employés pour financer son style de vie. Ses échecs commerciaux avaient coûté à l'entreprise 31 millions de plus. En plus de cela, ils avaient 40 millions de prêts d'exploitation en cours. Sterling Industries n'était qu'à 3 mois de la faillite complète s'ils ne pouvaient pas obtenir de nouveau capital. Richard m'informa que Jonathan avait postulé pour un contrat de 75 millions de dollars avec Harrington Global le mois précédent. C'était un contrat de défense gouvernementale où nous agissions comme intermédiaires. Ce contrat représentait leur seule chance de survie et nous avions un contrôle total sur le fait qu'ils le reçoivent, ou plutôt j'avais le contrôle. J'étais la PDG. Ensuite, Richard présenta le dossier sur Victoria. Son projet passion, Sterling Style Boutiques, avait 5 emplacements à travers le Connecticut et Manhattan, tous situés dans des bâtiments appartenant à Harrington. Richard souligna que leur baux devait être renouvelé dans seulement 47 jours. Elle était aussi 480 000 $ en retard sur ses paiements de loyer. Mais alors vint la pièce d'information la plus dommageable. Elle avait sous-déclaré ses revenus à l'IRS. Nous possédions la preuve de 2,3 millions de dollars d'évasion fiscale. Pouvons-nous la dénoncer? Ai-je demandé. Le tuyau anonyme est déjà rédigé, et Pimponti, toi, répondit-il, juste en attente de votre approbation. À ce point, l'enquêteur privé James Crawford s'avança avec le dossier de Madison. Madison Sterling, qui avait 32 ans, prétendait avoir 26 ans sur tous ses profils publics. Il plaça son permis de conduire à côté d'une capture d'écran de sa biographie Instagram. Les dates de naissance n'étaient pas les mêmes. Elle avait subi une chirurgie plastique extensive dont aucune elle n'avait divulgué. Une rhinoplastie en 2019, une augmentation mammaire en 2020 et des traitements continus comme des comblements de jeux, du botox et des injections de lèvres. Elle avait aussi un lifting fessier brésilien en 2021. Son contrat de mannequinat avec l'agence Prestige stipulait explicitement que toute procédure non divulguée était un motif de résiliation. « Qui possède l'agence Prestige ?» ai-je demandé. Richard sourit. « Depuis hier, vous êtes la propriétaire. Harrington Global l'a acquise il y a 2 semaines. Madison n'est pas encore au courant de cela. » Le dossier de Michael fut le suivant. Le pari universitaire était méticuleusement documenté. C'était tout dans un chat de groupe qui avait 8 participants. Pas un seul d'entre eux n'était assez intelligent pour le supprimer. Brad Miller, qui avait 23 ans, avait tapé « Mec, pas moyen que tu dures 3 ans marié à cette nana fauchée. » Michael Sterling répondit « 100 000 $ disent que je peux. L'argent le plus facile de tous les temps. » Une autre personne, Lord Chad Morrison, demanda « Et si elle découvre ?» La réponse de Michael Sterling fut « Elle ne le fera pas. Elle est trop stupide et désespérée pour questionner quoi que ce soit. » Il y avait aussi des preuves vidéo. C'était la version complète des images de l'enterrement de vie de garçon que Victoria m'avait précédemment montré. Dans cette version, Michael parlait de fermer les yeux et de prétendre que j'étais Alexis pendant que tout le monde riait. Michael avait aussi détourné 380 millions de dollars de Sterling Industries pour financer son style de vie avec Alexis. Crawford ajouta « Jonathan est au courant, mais l'a couvert parce que c'était la famille. Finalement, nous sommes arrivés à Alexis Beaumont. Mais ce n'était pas son vrai nom. Son nom est Alexandra Mary Thompson, a déclaré Crawford, affichant sa photo d'identité judiciaire de Californie prise en 2019.
Elle était une arnaqueuse professionnelle avec 3 cas documentés. Dans le cas 1 de 2018, elle était fiancée à Richard Pimpton, un millionnaire de l'industrie technologique. Elle a simulé une grossesse, volé 400 000 $ et puis a disparu juste avant la supposée fausse couche. Dans le cas 2 de 2020, elle était fiancée à David Collins, un gestionnaire de fonds spéculatifs. Elle a simulé une grossesse à nouveau, volé 650 000 $ et puis a disparu. Dans le cas 3 de 2021, elle était fiancée à Marcus Whitmore, un cadre pharmaceutique. Elle a simulé une autre grossesse, mais a été prise avant qu'elle ne puisse obtenir de l'argent. Un mandat a été émis. Elle est actuellement recherchée en Californie pour des accusations de fraude, d'évasion de caution, de vol d'identité et de fraude télégraphique. La grossesse qu'elle a revendiquée avec Michael est aussi un faux. Nous avons retracé l'image d'échographie. Elle l'a achetée sur un forum du Dark Web pour 200 $. Michael est-il au courant de tout cela? Ai-je demandé. Pas encore. J'ai considéré la situation. Si j'exposais Alexis maintenant, Michael gagnerait de la sympathie. Les gens le verraient comme un pauvre homme qui a été trompé par une arnaqueuse. Richard semblait impressionné. Vous apprenez vite. Nous avons décidé de garder les informations sur Alexis pour plus tard, quand sa révélation infligerait le plus de dégâts. Au cours des 8 semaines suivantes, j'ai subi une transformation complète. La première semaine fut consacrée à ma récupération physique et à l'apprentissage des fondamentaux commerciaux. J'ai eu de la physiothérapie pour mon épaule et ma césarienne. Et j'ai appris à tenir Grace tout en lisant les rapports trimestriels. Richard m'a appris à interpréter les états financiers. J'ai assisté aux réunions du conseil en silence, juste observant et apprenant sur chaque division de Harrington Global. Dans la 2e semaine, je suis vraiment devenue une femme d'affaires. J'ai reçu un cours accéléré de MBA des cadres de Harrington, étudié les vulnérabilités de Sterling Industries, pris des notes détaillées et posé des questions pointues qui ont impressionné les cadres. J'ai livré ma première présentation solo au conseil qui était à propos de la division tech. Je l'ai complètement écrasée. La 3e semaine fut dédiée à ma transformation physique. Je suis allé faire du shopping pour des vêtements de créateurs, incluant des costumes Tom Ford, des blazers Armani et des talons Louboutin. Mes cheveux sont passés d'un brun doux à un blond platine élégant avec balayage. J'ai pris des leçons de maquillage professionnel et reçu une formation médiatique pour améliorer ma voix, ma posture et ma présence imposante. Tenez-vous comme si vous possédiez la pièce, a instruit mon coach. Parce que vous le faites. Pendant la 4e semaine, j'ai appris sur le pouvoir. Je me suis inscrite à des cours d'autodéfense, spécifiquement le Krav Maga. Je me suis promis de ne jamais me sentir impuissante à nouveau. J'ai participé à des ateliers de négociation avec Richard et j'ai eu des réunions avec des avocats d'entreprise. Apprenant comment détruire légalement quelqu'un, j'ai pratiqué mon visage de salle de conférence dans le miroir jusqu'à ce qu'il soit froid, puissant et incassable. Dans les semaines 5 et 6, les mouvements stratégiques furent mis en mouvement. Harrington Global a discrètement acquis la dette de Sterling Industries auprès de 15 créanciers différents. Une société écran fut utilisée pour acheter l'agence de Mankina pour laquelle Madison travaillait. Nous avons fait venir des comptables légistes pour effectuer un audit des boutiques appartenant à Victoria et avons préparé des dossiers de preuves complets pour l'IRS. La 7e semaine était toute à propos de la mise en place du piège. J'ai travaillé avec l'équipe graphique pour préparer ma présentation en salle de conférence. Je me suis forcé à regarder les images de ma propre agression qui furent récupérées du système de sécurité du domaine Sterling grâce à la femme de chambre qui avait pris le charme de mon bracelet. Elle s'est présentée après qu'Emma l'a payé 50 000 $ pour le charme et les images qu'elle avait secrètement capturées sur son téléphone. Nous avons commencé à divulguer des informations anonymes sur Madison à des blogs de potins et avons programmé la réunion d'affaires formelle avec Jonathan. Pendant la 8e semaine, nous avons fait nos préparatifs finaux. J'ai pratiqué mon discours en salle de conférence à plusieurs reprises devant le miroir.
Grace avait maintenant 2 mois, était en bonne santé et heureuse, et était soignée par une équipe de nourrices professionnelles. Je me tenais là dans mon costume de pleine puissance. Mes cheveux platine étaient coiffés parfaitement, et mon rouge à lèvres était appliqué avec précision. J'ai regardé dans le miroir et j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait en retour. Détruisons-les, ai-je dit. La réunion était prévue pour le 12 avril. Ils n'avaient absolument aucune idée de qui ils allaient affronter. Le 2 avril, juste 10 jours avant la réunion du conseil, Madison postait encore sur Instagram quotidiennement. Elle était en vacances à la plage aux îles Turques et Caïques, ce qui était financé par ses parents. Sa légende disait « 26 ans et je vis ma meilleure vie. Beauté naturelle bénie, pas de filtre. » Elle avait 426 000 followers. Les commentaires étaient remplis de gens louant à quel point elle était parfaite. Madison se sentait complètement invincible. J'ai appelé depuis mon ancien numéro de téléphone, celui qu'elle avait encore enregistré dans ses contacts. Elle a répondu au téléphone en riant. Je pouvais entendre Alexis et Victoria en arrière-plan. « Oh mon Dieu, l'ordure m'appelle. Laissez-moi vous mettre en haut-parleur. Emma, comment est la vie dans n'importe quelle gouttière où vous vivez? Avez-vous trouvé un refuge pour sans-abri qui acceptera les bébés? » J'ai gardé ma voix calme et brisée, jouant mon rôle. Je voulais juste savoir si vous reconsidéreriez le cas des services de protection de l'enfance. S'il vous plaît, Grace me manque tellement. Le cas des services de protection de l'enfance avait en fait été abandonné pendant la semaine 1, car il n'y avait aucune preuve. Mais Madison était assez cruel pour prétendre qu'il était toujours actif. « Oh, chérie, les services de protection de l'enfance n'ont pas voulu de ton bébé non plus. Tu es une mère si pathétique. Mais, au moins le mariage de Michael et Alexis aura lieu le mois prochain. Vous êtes invités à le regarder depuis l'entrée de service. » Il y eut des rires crépitants. Victoria cria en arrière-plan. « Dis-lui que nous avons déjà oublié son existence. » Alexis ajouta. « Dis-lui que Michael dit que les 3 dernières années ont été les pires de sa vie. » Il y eut plus de rires. « Tu sais quoi, Emma? Tu as toujours été personne. Tu seras toujours personne. Merci pour le divertissement, cependant. Au revoir. » Elle a raccroché le téléphone, leur rire résonnant dans mon oreille. J'étais au bureau de Harrington Global. Le téléphone était en haut-parleur et Richard et Crawford avaient écouté. Mon visage était froid comme de la glace, complètement dépourvu d'émotion. « Avez-vous obtenu ce dont vous aviez besoin? » demanda Richard. « Oui, ai-je répondu. Déployez le paquet Madison maintenant. » À 6 heures du matin, le 3 avril, le blog de Potin Elite Secrets a publié son histoire principale, l'influenceuse Instagram Madison Sterling. Les mensonges derrière les gemmes. C'était une exposition complète avec toutes les preuves. Cela incluait son vrai permis de conduire, qui montrait qu'elle avait 32 ans, et des dossiers médicaux légalement obtenus par des audits de facturation médicale qui montraient toutes ses chirurgies plastiques. Il y avait des photos avant et après. L'article comparait ses affirmations de beauté naturelle à la réalité chirurgicale. Des documents financiers étaient inclus qui montraient que ses parents finançaient 70% de son style de vie d'influenceuse. Il y avait aussi des captures d'écran d'elle mentant aux marques sur son âge. L'article est devenu viral en moins de 2 heures. La phrase Madison Sterling exposée était en tête des tendances sur Twitter. Les vidéos TikTok ont commencé à analyser chaque photo pour des preuves de chirurgie. Les YouTubers boutés ont créé des vidéos avec des titres comme « Madison Sterling nous a menti ». Alors les sponsors ont commencé à annuler leurs accords. Sephora a cité une rupture de contrat et une fausse déclaration. Fashion Nova a annoncé « Nous exigeons l'honnêteté, vous êtes congédiés ». Flat Tummy Tea a déclaré « Nous mettons fin à notre partenariat avec effet immédiat ». 12 marques de plus se sont retirées en 4 heures. À 9 heures du matin, l'agence de mannequinat Prestige lui a envoyé un email. Cher Madison, en raison de violations contractuelles concernant des procédures non divulguées et une fausse déclaration d'âge,
Nous mettons fin à votre contrat avec effet immédiat. Veuillez retourner toutes les propriétés de l'agence avant la fin de la journée ouvrable aujourd'hui. Madison n'avait aucune idée que j'étais la nouvelle propriétaire de l'agence. À 11 heures du matin, elle est allée sur Instagram en direct pleurant avec son maquillage coulant sur son visage. Vous, les gars, tout ceci est des mensonges. J'ai 26 ans. Je n'ai jamais eu de chirurgie. Ceci est photoshopé. Quelqu'un essaye de me détruire. Les commentaires ont commencé à affluer. Nous avons ton permis de conduire, ma sœur. Admets-le juste. Tu nous as menti. Ne plus suivre. 47 000 personnes ont regardé son effondrement en temps réel. Son nombre d'abonnés a commencé à chuter comme une pierre. 486 000, 450 000, 40 000, 380 000. Madison a sangloté à la caméra. S'il vous plaît, je ne sais pas qui fait ça, mais s'il vous plaît, arrêtez. Victoria l'a appelé. Descendez d'Instagram maintenant. Vous empirez la situation. Maman, quelqu'un a tout divulgué. Mes dossiers médicaux. Comment est-ce même légal? Je m'en fiche, réparez ça. En une semaine, les followers de Madison étaient tombés à 180 000. Elle n'avait aucun sponsor, aucune agence, et les blogs de Potent écrivaient des articles de suivi sur elle quotidiennement. Son nom était devenu une blague. Elle a appelé Victoria désespérée. Peux-tu faire en sorte que papa fasse disparaître ça? Votre père a ses propres problèmes. L'Empire Sterling Industries commençait à s'effriter, et j'étais celle qui causait les secousses. Depuis un endroit sécurisé, Richard et moi avons regardé les reportages détaillant les retombées. La première phase de mon plan était complète et Madison fut officiellement annulée. Après tout, c'était elle qui m'avait appelé ordure et avait filmé mon agression pour son propre divertissement malade. Elle recevait exactement ce qu'elle méritait. Alors, qui est sur la liste ensuite? Demanda Richard se tournant vers moi. Alexis, ai-je répondu. Nous garderons Victoria et Jonathan pour le grand final dans la salle de conférence. C'était le 5 avril et au manoir Sterling, Michael et Alexis étaient profondément empêtrés dans leur propre vie. Ils vivaient ensemble et finalisaient leur plan de mariage pour mai. Le ventre de bébé d'Alexis devenait plus proéminent chaque jour. Le ventre prothétique était un faux de haute qualité, convaincant. Alors que Victoria était occupée à s'agiter sur les détails du mariage, Jonathan était secrètement stressé par l'état des affaires, bien qu'il le cachait bien. Cet après-midi-là, un colis FedEx anonyme fut livré. Michael le porta à son bureau et l'ouvrit seul. À l'intérieur, il trouva un dossier complet et détaillé sur une femme nommée Alexander Mary Thompson, complet avec un casier judiciaire, une photo d'identité judiciaire de 3 condamnations différentes et des preuves documentées de ses simulations de grossesse par le passé. Le dossier incluait même l'image d'échographie même qu'elle lui avait montrée avec des métadonnées numériques prouvant qu'elle avait été achetée sur un site de photos de stock en ligne. Il y avait aussi des relevés bancaires qui montraient qu'elle avait volé 650 000 $ à ses victimes précédentes. Nichée à l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec une note manuscrite. Michael, pendant 3 longues années, tu m'as fait me sentir comme des ordures sans valeur. Maintenant, tu vas savoir ce que ça fait d'être le fou. Tu devrais vérifier son ventre, ce n'est pas réel. De rien, un ami. Michael a éclaté du bureau et a fait éruption dans la chambre principale où Alexis était en train de s'habiller. « Qui diable es-tu » a-t-il rugi, jetant le dossier entier à ses pieds. Alexis commença à bégayer. « Bébé, je promets que je peux tout expliquer. »« Ton nom n'est même pas Alexis, » cria-t-il. « Tu n'es rien d'autre qu'une arnaqueuse. » Elle a fait une tentative désespérée de courir, mais il a saisi son bras fermement. Tandis qu'il la tirait en arrière, sa manche s'accrocha à un tiroir de commode et le ventre de grossesse prothétique tomba dessous sa robe. Il était fait de silicone coûteux, mais il était indéniablement faux. Il atterrit sur le plancher en bois dur avec un bruit sourd et lourd. Michael fixa juste l'accessoire en silicone sur le sol. « Sors de ma maison tout de suite »,
dit-il, sa voix dangereusement basse. Juste à ce moment-là, Victoria et Jonathan se précipitèrent dans la pièce, attirés par les cris. Ils virent immédiatement les papiers éparpillés du dossier sur le sol. Victoria laissa échapper un halètement aigu. Jonathan se pencha et ramassa le dossier, ses yeux parcourant les pages. « Elle est recherchée par la police en Californie », dit-il incrédule. Alexis essaya frénétiquement d'attraper son sac à main pour partir, mais Jonathan se déplaça pour bloquer la porte. « Tu ne vas nulle part, dit-il fermement. J'appelle la police. » À 11 heures du matin, des officiers du département de police de Greenwich arrivèrent au manoir. Ils tenaient un mandat de Californie qui avait enfin été officiellement exécuté. Tandis qu'ils mettaient les menottes à Alexis, elle commença à crier. « Tout ça est un coup monté. Quelqu'un lui a envoyé cette information. Quelqu'un cible notre famille. » Victoria se figea. « Qui saurait même ce qui est arrivé avec Madison? » murmura-t-elle. « D'abord moi et maintenant Alexis. Quelqu'un s'en prend définitivement à nous. » Jonathan essaya d'écarter ses inquiétudes. « Ne sois pas paranoïaque, Victoria. C'est juste une étrange coïncidence. » Mais le doute sur son propre visage trahit ses mots. Plus tard cette nuit-là, Michael était assis tout seul dans son bureau sombre, buvant lentement un verre de scotch. Son monde entier s'effondrait autour de lui. Le mariage de 3 ans qu'il planifiait était une imposture. Ses prétendus amis faisaient encore des blagues sur le pari qui avait commencé sa relation avec moi. Il avait une vraie fille, notre fille Emma, qu'il avait complètement abandonnée. Il venait de découvrir qu'Alexis était une arnaqueuse professionnelle. Et en plus de tout cela, l'entreprise de sa famille était en faillite. Il avait l'impression que tout ce qu'il touchait dans sa vie se transformait en absolue ordure. Il sortit son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'à ce qu'il trouve mon ancien numéro, qui était maintenant déconnecté. Pendant un instant, il considéra l'appeler juste pour laisser un message d'excuse. Juste à ce moment-là, Victoria entra. « N'y pense même pas, claqua-t-elle. Peut-être que nous avons été trop durs avec elle, marmonna Michael. Et le bébé Grace, c'est ma fille, et Victoria le gifla violemment. Cette femme est partie. Elle n'est rien pour nous maintenant. Tu dois te concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire sauver l'entreprise de cette famille. » Michael la regarda. « Et si quelqu'un nous cible à cause de ce que nous avons fait à Emma? » Victoria se contenta de rire. Un son cruel et aigu. « Emma, s'il te plaît. Cette petite fille pathétique est probablement morte dans un fossé quelque part maintenant. Elle n'a pas les ressources ou l'intelligence pour s'en prendre à une famille comme la nôtre. » Je les regardais à travers le flux de sécurité piraté, écoutant chaque mot empoisonné. Mon visage était un masque de glace froide et dure. Le 6 avril, je continuais de regarder la famille Sterling imploser, tout cela depuis le confort de mes moniteurs de sécurité. Richard se tourna vers moi et dit « Les Sterling se détruisent sans plus aucune aide de votre part. Michael et Alexis sont finis. Toute la carrière de Madison a été détruite et Victoria est en pleine panique à propos de leur argent. Vous pourriez arrêter tout cela ici. Vous pourriez prendre Grace, déménager à Paris et juste vivre votre vie. Il souffre déjà suffisamment. » Je regardais Grace qui avait à peine 2 mois et demi alors qu'elle me souriait. « Peut-être que tu as raison, dis-je doucement. Peut-être que se venger n'en vaut pas la peine. Ils sont déjà en train de se déchirer. Tout ce que je veux vraiment, c'est la paix. Je veux que Grace grandisse loin de toute cette laideur. J'ai même commencé à rédiger des plans pour relocaliser nos vies à Londres. Puisque Harrington Global avait plusieurs bureaux européens, je pouvais facilement diriger toute l'entreprise de là. Je n'aurais plus jamais à revoir les Sterling et je pourrais juste les laisser pourrir dans le désordre qu'ils avaient créé. Pendant un bref instant, j'ai sincèrement pensé à leur montrer de la pitié, mais ensuite le 8 avril est arrivé. Une épaisse enveloppe de papiers légaux arriva au bureau principal de Harrington Global. C'était un procès. La famille Sterling contre Emma Morgan, une requête d'urgence pour la garde de Grace. Ils affirmaient que j'avais abandonné ma fille. Ils avaient fabriqué des déclarations de témoins de membres du personnel qu'ils avaient payés au manoir, tous disant que j'étais mentalement instable.
Ils avaient même inclus une fausse évaluation psychiatrique mise à jour du Dr. Rothman. Leur requête soutenait que la famille Sterling pouvait offrir un foyer stable avec 2 parents. Ils affirmaient que Michael était un homme réformé qui cherchait à réparer son passé. Et ils soutenaient que l'intérêt supérieur d'un enfant était d'être dans un foyer Sterling riche et stable, et non avec une mère célibataire. L'audience d'urgence était prévue pour le 11 avril, dans seulement 3 jours. L'affaire fut assignée au juge Robert Whitmore du tribunal de la famille du Connecticut. Le visage de Richard était grave. « Emma, c'est extrêmement sérieux, prévint-il. Whitmore est de la vieille richesse du Connecticut. Il joue au golf avec Jonathan Sterling chaque week-end. Il est complètement biaisé envers les structures familiales traditionnelles. Mais j'ai des preuves, insistai-je. J'ai la preuve de l'agression, de tous les abus. Ils vont prétendre que toutes vos preuves ont été obtenues illégalement, expliqua Richard. Richard, sans aucune preuve admissible, ce ne sera que votre parole contre la leur. Dans un tribunal de la famille du Connecticut, ils ont l'avantage du terrain. Cette réalisation me frappa avec la force d'un coup physique. J'ai 2,3 milliards de dollars à mon nom et je pourrais encore perdre ma propre fille. L'argent ne gagne pas toujours au tribunal de la famille, surtout quand vous savez que le juge est déjà compromis. Mon équipe juridique de 5 des meilleurs avocats du pays se rassembla dans mon bureau. Nous avons absolument besoin du témoignage du Dr. Morrison concernant les abus qui ont eu lieu à l'hôpital. L'un dit qu'elle est terrifiée de répondre que témoigner signifie qu'elle irait à l'encontre de l'hôpital même auquel la famille Sterling a fait don de millions. Qu'en est-il de Rebecca Martinez? Demandai-je. L'infirmière, dit mon avocat principal en secouant la tête. Son témoignage serait considéré comme des oui-dire. Elle n'a pas réellement été témoin de l'agression elle-même, et les images de sécurité de l'intérieur du manoir sont obtenues illégalement, ajouta un autre avocat, ce qui les rend inadmissibles au tribunal. Alors, nous n'avons absolument rien, demandai-je, ma voix à peine un murmure. Mon avocat principal me regarda avec des yeux honnêtes et inquiets. Nous avons votre témoignage, mais ils vont vous dépeindre comme une ex-belle-fille amère et vindicative, et nous savons déjà que le juge Whitmore penche de leur côté. Le 11 avril, nous étions au tribunal de la famille du Connecticut dans le centre-ville de New Haven. Je suis arrivé avec mon équipe juridique de 5 personnes. De l'autre côté de l'allée, la famille Sterling était assise avec son équipe de 8 avocats. L'avocat principal des Sterling se leva pour commencer. « Votre honneur, commença-t-il, sa voix douce et confiante. Cette affaire concerne le bien-être d'un enfant. Grace Sterling est née dans une famille aimante et solidaire. Son père, Michael Sterling, a fait des erreurs comme nous tous, mais il est maintenant pleinement déterminé à être le père qu'elle mérite. Sa grand-mère, Victoria Sterling, et son grand-père, Jonathan Sterling, sont des piliers de la société du Connecticut. Ils ont les ressources et la stabilité pour lui offrir une éducation exceptionnelle. La défenderesse, Emma Morgan, continua-t-il en me désignant, a démontré un comportement erratique. Elle a abandonné son enfant avec des étrangers alors qu'elle a été vue entrant et sortant de divers hôtels de luxe et bâtiments d'entreprise. Il déformait de mon travail acharné à construire Harrington Global pour faire croire que j'étais impliqué dans une sorte d'activité suspecte. Mon avocat se leva pour répliquer. « Votre honneur, c'est une tentative transparente d'une famille abusive de victimiser davantage ma cliente. Emma Morgan a été violemment agressée puis expulsée du foyer Sterling pendant un blizzard avec son nourrisson de 3 jours. « Objection !» cria l'avocat des Sterling. « Aucune preuve d'agression n'a été présentée à cette cour. »« Recevable », dit le juge immédiatement. « Avocat, veuillez vous en tenir aux faits et aux preuves. » Quelques minutes plus tard, Victoria prit la barre, habillée pour ressembler à la grand-mère parfaite dans un tailleur Chanel et des perles, avec une expression de profonde inquiétude sur son visage. « Votre honneur, commença-t-elle, sa voix douce et attentionnée. J'aimais Emma comme si elle était ma propre fille. Nous l'avons accueillie dans notre maison malgré ses humbles origines.
Nous avons fait de notre mieux pour l'aider à s'adapter au style de vie de notre famille. Quand elle a eu le bébé, nous étions tous juste fous de joie. Mais ensuite, Emma est devenue de plus en plus paranoïaque et accusatrice. Elle a commencé à prétendre que nous essayions de lui voler Grace. Nous essayons seulement de l'aider. Elle a quitté notre maison complètement volontairement au milieu de la nuit. Nous étions tous très inquiets pour elle. Maintenant, nous avons découvert que nous ne savons même pas où elle vit ou ce qu'elle fait. Michael veut juste être un père pour sa petite fille. Mon avocat commença son contre-interrogatoire. Mademoiselle Sterling, vous avez affirmé qu'Emma a quitté votre domicile volontairement. Pouvez-vous expliquer pourquoi une femme qui se remettait encore d'une chirurgie majeure partirait au milieu d'un blizzard avec un nouveau-né? Je ne sais pas, dit Victoria, secouant tristement la tête. Je vous ai dit qu'elle agissait de manière complètement irrationnelle. Vous ou quelqu'un d'autre dans votre famille avez-vous mis la main sur Emma Morgan? Insista-t-il. Absolument pas, répondit-elle fermement. C'est un mensonge vicieux et blessant. Alors qu'en est-il de ça? Demanda mon avocat. Et il essaya de montrer la vidéo du fil Instagram de Madison. Objection! Cria leur avocat. Ces images ont été obtenues sans aucun consentement et ont clairement été éditées. Recevable, statua le juge instantanément. Je ne considérerai aucune preuve obtenue illégalement. Ensuite, Madison témoigna. Elle avait clairement été préparée et semblait soumise après son humiliation très publique. Emma a toujours fait du ressentiment envers notre famille, dit-elle doucement. Elle était jalouse de moi et elle était jalouse de notre style de vie. La nuit où elle est partie, elle criait à ma mère et nous menaçait tous. Nous avons essayé de la calmer, mais elle a juste couru dans la neige. J'avais peur pour le bébé. C'est la seule raison pour laquelle je l'ai enregistré, pour documenter son comportement erratique pour les services de protection de l'enfance. Puis Michael fit la performance de toute sa vie. Il regarda directement le juge les larmes aux yeux. « Votre honneur, j'ai fait de terribles erreurs. J'ai été un mauvais mari. J'ai complètement négligé Emma. J'ai tellement honte de mes actions, mais j'aime ma fille. Je veux être son père. Je suis en thérapie maintenant et je travaille sur moi-même. Ma famille peut lui offrir la stabilité, un vrai foyer et toutes les ressources dont elle aura jamais besoin. Un avenir, continua-t-il, sa voix se brisant. Avec Emma, je ne sais même pas où elle vit. Comment peut-elle s'occuper correctement de Grace? Puis ce fut mon tour de prendre la barre. Je dis au tribunal l'absolue vérité. Je leur parlais du pari, des abus constants, de l'embuscade à l'hôpital et de la façon dont j'avais été jeté dans la neige. L'avocat des Sterling me détruisit complètement en contre-interrogatoire. Mademoiselle Morgan, vous affirmez avoir été maltraitée, mais vous n'avez aucune preuve pour étayer ces affirmations. Vous n'avez aucun rapport de police, aucun dossier hospitalier de cette soi-disant agression, et aucun témoin à part vos amis qui soutiendraient naturellement votre version de l'histoire. N'est-il pas vrai que vous êtes simplement une ex-femme amère qui essaie d'éloigner un père aimant de son enfant? Non, dis-je, ma voix tremblante. Ils m'ont jeté dans les escaliers. J'en ai les images. Des images que vous avez obtenues illégalement en piratant leur système de sécurité privée? Rétorqua-t-il. Objection, cria mon avocat. Rejeté, dit le juge d'un ton monocorde. Répondez à la question, mademoiselle Morgan. J'hésitais. Quelqu'un l'a récupérée pour moi. Donc, vous admettez qu'elle a été obtenue illégalement. Le juge Whitmore annonça sa décision. C'est une affaire très difficile. Néanmoins, je dois d'abord considérer l'intérêt supérieur de l'enfant. Bien que je croie que mademoiselle Morgan est une mère aimante, l'absence de preuves solides pour ces affirmations me préoccupe. D'autre part, la famille Sterling a montré qu'elle avait les moyens, la stabilité et un désir sincère de s'occuper de Grace. Pour ces raisons, j'accorde la garde temporaire à Michael Sterling et à sa famille avec une période d'évaluation complète de 30 jours à suivre. Mademoiselle Morgan se verra accorder des visites supervisées 2 fois par semaine.
Mon monde entier s'effondra. Non, non, s'il vous plaît. Ils firent entrer Grace de la salle d'attente. Je sanglotais en m'accrochant à elle. Non, s'il vous plaît, ne me l'enlevez pas. S'il vous plaît. Une assistante sociale dut alors délicatement arracher Grace de mon étreinte. Victoria la prit avec un sourire suffisant. Grace pleurait et me tendait les bras. Je tombais au sol en un tas. Cela me semblait encore pire que d'être laissé dans la neige parce que maintenant j'avais de l'argent, de l'influence et des ressources. J'avais tout et j'avais quand même perdu. Le système entier m'avait laissé tomber. Sur les marches du palais de justice, des flashs d'appareils photo crépitèrent tout autour de nous. Les médias rendaient compte de l'histoire. Victoria porta Grace à la voiture de la famille Sterling, tandis que Madison marchait à côté d'eux, l'air triomphant. Michael refusa même d'établir un contact visuel avec moi. Ce soir-là, j'étais toute seule dans la suite penthouse de Harrington Global, fixant juste le berceau vide qui appartenait à Grace. J'ai appelé Richard. J'ai tenté de gérer cela de la bonne manière, légalement, avec civilité et en suivant les règles, mais ils ont quand même réussi à gagner. Ils m'ont pris ma fille. Nous ferons appel. Nous nous battrons. Non. Ma voix changea, devenant froide et résolue. Plus de règles à suivre les leurs. Plus de participation à leur jeu. Vous avez dit que je contrôlais le conseil. Eh bien, je renverse tout le conseil. Organisez la réunion contractuelle. Je veux chacun d'entre eux dans cette pièce. Le 12 avril, demain. Emma, en êtes-vous certaine? Ils voulaient une guerre. Je leur donnerai l'annihilation complète. Richard et moi avons travaillé de minuit à 6 heures du matin. J'ai contacté le Dr. Morrison. J'ai besoin de votre témoignage. Je vous donnerai ma protection, s'il vous plaît. Elle était en larmes. J'ai tellement peur. Moi aussi, mais nous allons le faire quand même. Crawford a localisé le flux en direct Instagram de Madison depuis l'hôpital, qui n'avait pas été supprimé et était stocké sur les serveurs Instagram, le rendant légalement obtenable. Mon équipe juridique a déposé une requête d'urgence présentant les nouvelles preuves. Je n'ai pas dormi. Je me suis habillé dans mon armure, un tailleur blanc Tom Ford et des cheveux couleur platine. J'ai appliqué la nuance parfaite de rouge à lèvres. Je me suis regardé dans le miroir. Il est temps d'en finir. Le 12 avril, 14 heures. Le bureau principal de Harrington Global, situé à Midtown Manhattan, au 52e étage. La famille Sterling arriva dans leur Lexus. Leur Mercedes avait été reprise et ils l'avaient remplacée par un véhicule plus ancien. Ils parurent plus petits et moins impressionnants. Le costume de Jonathan ne lui allait plus correctement à cause du poids qu'il avait perdu à cause du stress. Les bijoux de Victoria étaient évidemment des bijoux de fantaisie, pas des vrais. Elle avait été forcée de vendre ses vraies pierres précieuses pour payer le loyer. Madison ne portait pas de marque de designer. Ses cheveux n'étaient pas coiffés professionnellement et elle semblait complètement épuisée. Michael avait l'air d'avoir la gueule de bois et d'être battu. Pourtant, ils essayaient tous de projeter un air de confiance. Ce contrat de 75 millions de dollars représentait leur dernier espoir. À l'intérieur de l'ascenseur, Victoria parla. « Rappelez-vous, nous sommes des Sterling. C'est de l'argent ancien et ils nous montreront du respect pour cela. Jonathan, vous avez juste besoin de me laisser prendre les devants sur les négociations. Nous devons sécuriser ce contrat ou nous sommes complètement ruinés. » Madison, qui regardait son téléphone, ajouta « Au moins, le problème avec Emma est enfin derrière nous. » Le juge nous a accordé Grace. Michael resta silencieux, fixant juste le sol de l'ascenseur. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 52e étage. La vue était imprenable avec des fenêtres du sol au plafond montrant la ligne d'horizon de Manhattan, décorée d'art moderne, une claire démonstration de richesse. La réceptionniste les guida vers une salle de conférence avec d'énormes murs de verre, une vue sur Central Park et une table de conférence pouvant accueillir 20 personnes. Au bout de la table, la chaise du directeur général était tournée vers la ville. 8 membres du conseil d'administration, vêtus de costumes coûteux, étaient déjà à leur siège. Le personnel de sécurité était positionné aux sorties.
Un très grand écran était monté sur le mur derrière la chaise du directeur général. La famille Sterling prit place de l'autre côté de la table par rapport à la chaise principale. Jonathan toussa pour s'éclaircir la gorge. Nous vous sommes reconnaissants de nous donner cette opportunité. Ma voix l'interrompit. Bonjour, Jonathan. La chaise commença à tourner lentement. J'étais assise là, une image de pouvoir complet avec des cheveux blonds platine, un tailleur blanc Tom Ford élégant, des talons hauts Louis Vuitton rouge, la chevalière de mon grand-père, du rouge à lèvres et un regard froid comme la glace sur mon visage. Bonjour Victoria, Madison et Michael. Leurs réactions se déroulèrent comme au ralenti. La couleur disparut complètement du visage de Jonathan. Il trébucha en arrière et tomba dans sa chaise. Victoria s'évanouit carrément. Madison réussit à la rattraper, me regardant avec un air de pure terreur. La mâchoire de Madison tomba. Elle semblait incapable de comprendre ce qu'elle voyait. Son téléphone glissa de sa prise et tomba au sol. Michael était complètement figé, les yeux écarquillés par le choc, incapable de dire un seul mot. Les gardes de sécurité se déplacèrent pour bloquer les sorties. Personne n'allait partir. Jonathan réussit finalement à parler. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on sait être une sorte de blague? Je me levai et fis lentement le tour de la table. Ma voix était calme, mais contenait un ton mortel. Veuillez vous asseoir. Nous avons un contrat de 75 millions de dollars qui doit être discuté. Victoria revint à elle, devenant hystérique. C'est complètement absurde. Ça ne peut pas être vous. Vous n'êtes personne. Je suis la présidente Emma Catherine Harrington, la directrice générale de Harrington Global Industries et la seule héritière de l'empire de 2,3 milliards de dollars de mon grand-père, William Harrington. Je fis un geste vers le portrait sur le mur, qui était la photographie officielle de William Harrington. Et la raison pour laquelle vous êtes ici est que vous avez soumis une demande de contrat avec mon entreprise. Michael réussit finalement à parler. Ce n'est pas possible. Comment puis-je être dans cette position? Laissez-moi partager une histoire avec vous. J'appuyais sur un bouton de la télécommande. L'écran situé derrière moi s'anima. La première diapositive affichait des images du 15 février à 3 heures du matin, me montrant jeté dans les escaliers du domaine Sterling, avec l'heure clairement indiquée. Victoria hurla. « Éteignez ça tout de suite. » « Non, vous allez vous asseoir ici et regarder. » La vidéo montra tout. Madison diffusait en direct. J'étais traîné sur les sols en marbre. Il y avait du sang sur le sol. Victoria m'ordonnait de m'agenouiller. La sécurité m'arrachait Grace des bras. J'ai été jeté dans les escaliers. Mon sang était sur la neige et les portes se sont refermées. Le conseil d'administration entier devint silencieux. Même les cadres qui n'étaient pas au courant semblaient absolument consternés. Le 15 février, 3 heures du matin, vous m'avez poussé dans ces escaliers. À ce moment précis, j'étais exactement comme vous l'avez décrite, une personne insignifiante, un déchet pauvre et impuissant. La diapositive suivante présentait le certificat de décès de William James Harrington. La date du décès était le 15 février à 7 heures du matin, juste 4 heures plus tard. Mon grand-père est décédé d'une crise cardiaque juste après avoir visionné les images de sécurité de ce que vous m'avez tous fait. Son testament me désignait comme la seule héritière et est entré en vigueur au moment de son décès. Je fis une pause pour laisser le poids de mes mots s'imprégner. Donc, à 3 heures du matin, quand vous m'avez jeté dans cette neige, je n'étais personne. Mais alors que j'étais allongé sur le sol et que le temps s'écoulait vers 7 heures du matin, je suis devenu milliardaire. Vous n'en étiez juste pas encore conscient. Victoria murmura. Oh mon Dieu! Ne sachant pas que sa femme venait d'hériter d'une fortune d'1 milliard de dollars, ses beaux-parents et sa maîtresse l'ont jeté dans la neige. Ça ferait une sacrée histoire, n'est-ce pas, Niskoa? Maintenant, parlons de votre situation actuelle. La diapositive suivante affichait les registres financiers de Jonathan Sterling, tous montrant des soldes négatifs. Sterling Industries est endetté de 83 millions de dollars. Cependant, ce n'est plus 83 millions de dollars. Il y a 3 semaines,
J'ai acheté 75 millions de cette dette à vos prêteurs à un prix réduit. Je demande le paiement intégral aujourd'hui. Vous avez 48 heures pour payer le montant total ou je prendrai possession de chacun de vos actifs. Jonathan tenta de parler, mais il en fut incapable. Oh, et il y a ça. Le logo du Federal Bureau of Investigation apparut. Une série d'emails qui révèlent le vol de Jonathan du fonds de pension. Le Federal Bureau of Investigation a reçu ces documents à 9 heures ce matin. Vous pouvez vous attendre à des accusations d'ici la fin de la semaine. Diapositive suivante. Les boutiques appartenant à Victoria Sterling. Les boutiques Sterling Style, avec 5 emplacements, tous situés dans des propriétés que je possède. Votre expulsion est effective à compter d'aujourd'hui. Les serrures des portes seront changées à 17 heures. Vous êtes également en retard de 480 000 $ sur vos paiements de loyer. Je dépose une plainte pour les loyers impayés plus les dommages et intérêts. Et il y a une dernière chose. Le logo de l'Internal Revenue Service apparut. L'Internal Revenue Service a reçu hier des preuves de 2,3 millions de fraude fiscale. Vous devriez vous préparer à un audit. Une photo de Madison portant les bijoux de ma mère fut affichée et je vous poursuis directement pour 5 millions de dollars pour le vol des bijoux de famille de ma mère. Victoria Elta et saisit sa poitrine. Diapositive suivante. Madison Sterling, des images avant et après de son scandale furent montrées. Votre carrière de mannequin est terminée. Votre statut d'influenceuse a disparu. Mais c'est la partie que j'apprécie le plus. Une vidéo commença à jouer montrant la diffusion en direct Instagram de Madison depuis l'hôpital, l'enregistrement complet de sa diffusion de mes abus. Ceci a été partagé avec le public, atteignant 500 000 personnes. C'est considéré comme une preuve admissible. Le département de police de Greenwich a reçu ces images ce matin. Des accusations d'agression ont été déposées. Madison éclata en sanglots. Ensuite, Michael Sterling. La vidéo du pari universitaire fut jouée en entier. Chaque mot dur, chaque rire, chaque remarque dégradante faite à mon sujet. Ceci sera envoyé à chaque grande organisation de presse à 18 heures aujourd'hui. Votre vol de 3,8 millions de dollars de Sterling Industries a également été porté à l'attention du Federal Bureau of Investigation. Mais c'est le détail qui vous affectera vraiment. La dernière diapositive, le litige de garde concernant Grace. De nouvelles images vidéo furent montrées. Un enregistrement du téléphone du Dr. Morrison à l'hôpital avec un audio clair des menaces et de l'agression. Le direct Instagram de Madison qui est légalement acceptable en tant que diffusion publique. Des déclarations sous serment de 3 anciens employés du domaine Sterling que j'ai payés pour qu'ils révèlent la vérité. Une requête d'urgence a été soumise ce matin au tribunal de la famille du Connecticut. Il y a de nouvelles preuves, un nouveau juge et une audience a été fixée pour demain matin. Vous ne reverrez plus jamais Grace. Michael se jeta sur moi de l'autre côté de la table. Monstre, tu as tout détruit. L'équipe de sécurité le maîtrisa rapidement et le força au sol. Je ne bougeais même pas un muscle. Michael était plaqué au sol par la sécurité qui le maintenait. Tu as gâché ma vie. Nous t'avons tout donné. Je me penchais près, ma voix basse pour que seul lui puisse entendre. Tu ne m'as jamais rien donné. Notre mariage n'était qu'un pari pour toi. Pour 3 ans, tu es resté là pendant qu'il me tourmentait. Tu as abandonné ta propre fille quand elle n'avait que 3 jours. Ce n'est pas moi qui ai détruit ta vie, Michael. Tu l'as fait tout seul. Victoria tomba à genoux, suppliant réellement. S'il vous plaît, nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne. Nous vous donnerons tout ce que vous voulez. Je m'excuserai. Il n'y a rien que vous ayez que je puisse vouloir. Je m'approchai d'elle et regardai. Vous m'avez un jour traité de déchet. Vous m'avez dit que je n'étais personne. Vous avez dit que je devrais être laissé dans la neige, mais les déchets ne dirigent pas un empire de 2,3 milliards de dollars. Les déchets ne font pas tomber des familles puissantes. Vous n'avez pas juste jeté les ordures. Victoria, je me penchais près. Vous avez jeté une reine. Jonathan, l'air complètement brisé, fit un dernier appel. Le contrat.
S'il vous plaît, nous devons l'avoir. Il n'y a pas de contrat. Il n'y en a jamais eu un. Cette réunion n'a jamais été à propos d'un accord commercial. Il s'agissait de vous faire comprendre précisément qui vous avez ruiné et qui est revenu pour vous ruiner. Je repris la télécommande. Oh, et il y a une dernière chose. Le grand écran scintilla, montrant maintenant un flux en direct YouTube. Le nombre de spectateurs indiquait 4,2 millions. Toute cette réunion a été diffusée en direct sur ma chaîne YouTube privée. 2 millions de personnes viennent de témoigner de tout cet échange. La section des commentaires explosa. Oh mon Dieu, c'est une reine absolue. Ils reçoivent exactement ce qu'ils méritent. C'est la meilleure histoire de vengeance que j'ai jamais vue. Emma Harrington est une légende. La voix de Madison cria. Vous ne pouvez pas. C'est illégal. Nous n'avons jamais accepté d'être filmés. Vous devriez vérifier l'accord de non-divulgation que vous avez signé en entrant. Regardez la clause 47, celle concernant le consentement médiatique pour les réunions d'affaires. Je tendis le document qu'elle avait signé sans même y jeter un œil. Vous ne l'avez pas lu. J'ai appris ce petit truc de vous. Lisez toujours ce que vous signez. C'était une référence directe au jour à l'hôpital où il m'avait fait signer les papiers de divorce. Des gardes de sécurité commencèrent alors à les escorter hors de la pièce et ils n'étaient pas doux. Victoria dut être traînée physiquement. Vous payerez pour cela. Nous allons vous poursuivre en justice. Nous vous poursuivrons. Mais poursuivre avec quel argent? Vous êtes en faillite. Au revoir, Victoria. Madison était en larmes. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. S'il vous plaît, vous avez enregistré mon moment le plus douloureux juste pour le plaisir. Vous espériez que je devienne une blague virale. Eh bien, félicitations, Madison. Maintenant, vous devenez virale, vous aussi. Et qu'elle me regarda une dernière fois. Emma, s'il te plaît, Grace, c'est ma fille. Non, c'est ma fille. Tu n'es que le père biologique qui l'a abandonnée. Tu ne la reverras plus jamais. Les gardes le tirèrent hors de la pièce. Jonathan sortit simplement en silence. Mais un homme complètement vaincu. Son monde entier avait disparu. Je fus laissé seul dans la salle de conférence, regardant la ligne d'horizon de Manhattan. Richard entra. Le flux est toujours en cours. Nous sommes à 5-8 millions de spectateurs maintenant. Je me contentais de hocher la tête. Mon téléphone vibra. C'était un message du Dr. Morrison. L'audience d'urgence pour la garde est fixée pour demain avec de nouvelles preuves. Nous gagnerons. Grace rentre à la maison. Un sourire authentique se dessina sur mon visage pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité. Dans la rue, la famille Sterling sortit du bâtiment Harrington Global dans le chaos total. Une foule de 50 journalistes les encercla, les caméras clignotant sans relâche tandis qu'ils hurlaient des questions. Est-il vrai que vous avez laissé un bébé dans la neige? L'avez-vous vraiment épousé pour un pari? Les autorités vous emmènent-elles? Des agents du Federal Bureau of Investigation étaient déjà là. Jonathan Sterling, Michael Sterling. Vous êtes tous deux en état d'arrestation pour détournement de fonds et fraude télégraphique. Ils furent menottés tandis que leurs droits leur étaient lus. Victoria et Madison n'avaient pas encore été arrêtées, mais elles étaient complètement encerclées par la presse. Le téléphone de Madison ne cessait de vibrer avec des notifications haineuses. Victoria fit de son mieux pour couvrir son visage. Sur Twitter, 3 sujets étaient en tendance mondiale. Le numéro 1 était la famille Sterling exposée, le numéro 2 était Emma Harrington, et le numéro 3 était la vengeance à 1 milliard de dollars. Le lendemain matin, nous avons eu l'audience d'urgence pour la garde. Entre le témoignage du Dr. Morrison, l'enregistrement de l'hôpital et le direct de Madison elle-même, le juge prit une décision rapide. La garde complète me fut immédiatement rendue. La famille Sterling se vit refuser tout droit de visite pendant que leurs affaires pénales étaient en cours. Au moment où ils amenèrent Grace dans la pièce, je la serrai fort contre moi et pleurais. Elle était en sécurité, enfin vraiment et complètement en sécurité. 6 mois passèrent et le 15 octobre, je me retrouvais en couverture du magazine Forbes.
Emma Harrington, la directrice générale qui est partie de rien. L'action de Harrington Global avait grimpé de 40%. Nous avions réussi à pénétrer 3 nouveaux marchés. J'étais assise dans mon bureau tandis que Grace, qui avait maintenant 8 mois, jouait sur un petit tapis à côté de mon bureau. Rebecca s'arrêta. « Tu l'as vraiment fait. Nous l'avons fait », la corrigeai-je. Le destin de la famille Sterling était scellé. Jonathan fut reconnu coupable et condamné à 12 ans de prison fédérale pour détournement de fonds. Victoria était assignée à résidence, complètement ruinée, et dut prendre un emploi dans le commerce de détail pour rembourser ses dettes à l'Internal Revenue Service, vivant dans un minuscule studio. Madison évita les accusations criminelles, mais sa vie professionnelle était terminée. Elle finit par travailler dans un centre d'appel pour le service client. Son compte Instagram avait chuté à seulement 12 000 abonnés. Elle avait perdu 97%. Michael accepta un accord de plaidoyer qui l'envoya en prison pour 7 ans. Il renonça également officiellement à tous ses droits parentaux sur Grace. Alexis, dont le vrai nom s'avéra être Alexandra Thompson, fut condamnée en Californie et reçut une peine de 15 ans pour de nombreux chefs de fraude. Les gens demandent parfois si je regrette quoi que ce soit, si se venger en valait vraiment la peine. Je regarde juste ma fille, Grace, qui est si heureuse et en bonne santé, grandissant dans un foyer où elle sait qu'elle est aimée et protégée. Je pense aux 50 millions de dollars que j'ai donnés au refuge pour femmes et au service pour victimes d'abus. Je pense à toutes les femmes qui m'ont contacté pour me raconter leurs propres histoires de survie et de résilience. La première vidéo, celle de l'attaque, a maintenant été vue 127 millions de fois. Les Sterling sont devenus un exemple international de ce qui arrive lorsque le karma vous rattrape. Leur méchanceté a été exposée au monde entier. Cela en valait-il la peine? Absolument. Chaque dernière seconde. Laissez-moi partager quelque chose avec vous. J'ai appris une leçon que je désirais désespérément que quelqu'un m'ait partagée à l'époque où j'étais allongée impuissante dans la neige, croyant que je ne valais rien. La douleur ne détruit pas tout le monde. Parfois, si vous avez suffisamment de force et que vous refusez d'abandonner, cette douleur peut vous transformer en quelque chose de plus résistant que des diamants. Quelque chose qui ne peut pas être brisé. Quand ils m'ont poussé dans ces escaliers gelés, j'étais brisée, saignante et certaine que je n'étais personne, mais je me trompais complètement. Je n'ai jamais été personne, j'étais juste quelqu'un qui n'avait pas encore découvert sa propre force. L'attention médiatique après le direct fut écrasante pendant des semaines. Il était impossible d'aller n'importe où sans que quelqu'un me reconnaisse. Certaines m'appelaient une héroïne. D'autres me traitaient de vindicative, disant que ce que j'avais fait était indigne de moi et que j'aurais dû simplement prendre la voie noble. À toutes ces personnes, j'ai une simple question. Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous simplement pardonné et oublié après qu'ils aient jeté votre fille nouveau-née dans une tempête de neige? Auriez-vous été indulgente lorsqu'ils ont utilisé un système légal truqué pour essayer de vous enlever votre enfant? Auriez-vous offert de la miséricorde à des gens qui ne vous en ont jamais montré? J'en doute. Il y a une grande différence entre la vengeance et la justice. La vengeance consiste simplement à causer de la douleur parce que quelqu'un vous a d'abord fait souffrir. La justice consiste à s'assurer que ces personnes ne pourront plus jamais nuire à quelqu'un d'autre. Ce que j'ai livré, c'était la justice. Les Sterling n'ont pas seulement ciblé moi, c'était leur mode de vie. Une fois mon histoire révélée, 7 autres femmes se sont manifestées avec leur propre expérience avec cette famille. Il y avait des femmes avec qui Michael avait été avant moi. Des femmes qui étaient employées chez Sterling Industries. Toutes avaient été lésées et contraintes au silence. Chacune d'entre elles m'a contacté pour me remercier d'avoir été assez courageuse pour révéler ce qu'elles avaient enduré. À ce moment-là, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. J'ai lancé la Fondation Harrington pour les survivantes d'abus en la démarrant avec 50 millions de dollars de mon propre argent. Nous fournissons une assistance juridique, une thérapie, des lieux de vie sûrs et une formation professionnelle pour les personnes qui fuient des environnements abusifs. En seulement 6 mois,
Nous avons aidé plus de 2000 personnes. Ma fille, Grace, sera élevée pour comprendre que lorsque quelqu'un essaie de vous faire vous sentir insignifiante, vous êtes face à deux options. Vous pouvez soit accepter ce qu'ils disent, soit vous pouvez leur montrer à quel point ils ont tort. J'ai fait le choix de leur prouver qu'ils avaient tort. Un an jour pour jour après cette réunion du 12 avril, j'ai appelé une conférence de presse. La salle était remplie de reporters et de caméras. Il y a un an jour pour jour, j'étais dans une salle de conférence face aux personnes qui m'avaient tourmenté pendant 3 ans. Des gens qui m'ont laissé, moi et ma fille nouveau-née, dans une tempête de neige. Des gens qui ont tenté de me prendre mon enfant en utilisant un système juridique défaillant. Aujourd'hui, je me tiens ici en tant que directrice générale d'une entreprise florissante et en tant que mère d'une petite fille joyeuse et en bonne santé, et en tant que personne qui ne permettrait pas à la cruauté d'être son histoire. On me demande souvent si j'ai des regrets concernant mes actions, si tout cela en valait la peine, et je dois rendre quelque chose parfaitement clair. Ce que j'ai poursuivi n'était pas la vengeance, c'était la responsabilité. La famille Sterling n'a pas perdu sa fortune parce que j'étais mesquine. Ils l'ont perdue parce qu'ils étaient des criminels. Jonathan Sterling a volé de l'argent des fonds de retraite de ses employés. Victoria Sterling a triché sur ses impôts à hauteur de millions. Michael Sterling était coupable de fraude. Madison Sterling m'a attaqué et l'a diffusé à 500 000 téléspectateurs. Je ne les ai pas ruinés. Ils se sont ruinés eux-mêmes. Mon seul rôle a été d'allumer les lumières pour que le monde puisse voir. Pour quiconque écoute et se sent comme s'il était dans sa propre tempête de neige personnelle, dans un moment de désespoir complet, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Vous n'êtes pas des déchets. Vous n'êtes personne. Vous n'êtes pas défini par les mots haineux que quelqu'un a utilisés pour essayer d'écraser votre esprit. Vous avez du pouvoir, vous avez de la valeur, et vous êtes plus que suffisante. Alors remettez-vous sur pied. Brossez-vous et laissez-les voir qui vous êtes vraiment. Toute la pièce éclata en applaudissements. Une fois que c'est fini, je suis rentré à mon appartement penthouse. Grace était là avec sa nounou, jouant joyeusement avec ses blocs de construction. Au moment où elle me vit, un grand sourire illumina son visage et elle me tendit ses petits bras. Je la pris dans mes bras et la serrai fort, juste en respirant cette merveilleuse odeur de bébé. « Tu sais quelque chose, ma douce fille, » lui murmurai-je. « Ta maman a failli être brisée, mais elle a trouvé un moyen de se relever. Et un jour, quand tu seras assez grande pour comprendre, je te raconterai toute cette histoire. Je t'apprendrai que peu importe ce que les autres disent, parce que c'est toi qui décides qui tu seras, pas eux, seulement toi. » Grace se contenta de rire et de tirer sur mes cheveux. Je laissai échapper un rire, et pour la première fois depuis des années, il me sembla réel et complètement débridé. Rebecca passa plus tard ce soir-là. Nous nous sommes assis ensemble sur mon balcon, regardant les lumières de Manhattan, sirotant du vin. Elle me demanda, « Tu penses jamais à cette nuit-là, celle dans la neige? » J'ai admis que j'y pense tous les jours, mais probablement pas de la manière que tu imagines. La douleur est partie maintenant. Pour moi, cela représente le tournant où ma vie a complètement changé. Ce fut le moment où je suis passé de victime à survivante. C'est juste incroyable, tu sais. Je me contentais de secouer de la tête. Il n'y a rien de spécial en moi. Je suis juste une femme qui a fait le choix de ne pas être vaincue. Mais c'est exactement ce qui te rend si spécial. Nous nous sommes installés dans un silence confortable, contemplant les lumières scintillantes de la ville en contrebas. « Que vous réserve l'avenir ?» demanda Rebecca. Je pris un instant pour réfléchir à sa question. Pour être honnête, je n'en suis pas complètement sûr. Mon objectif est de continuer à développer l'entreprise, à aider plus de gens avec la fondation et à élever Grace pour qu'elle soit une personne forte et compatissante. Je pense que cela pourrait suffire. C'est plus que suffisant. Tu as déjà fait une énorme différence dans la vie de tant de gens. Plus tard ce soir-là, bien après que Rebecca soit rentrée chez elle, je me suis retrouvé dans la chambre de Grace, la regardant dormir. Elle avait l'air si sereine et parfaite, l'image de l'innocence.
Mon esprit s'est tourné vers ma propre mère, Catherine, et comment elle avait échappé à la nature dominatrice de son propre père pour se construire une vie. Je me suis souvenu d'elle travaillant 3 emplois juste pour me subvenir, et comment sa fierté l'empêchait de demander de l'aide, même lorsqu'elle était désespérée. Puis j'ai pensé à mon grand-père, William, et aux 2 années qu'il a passées à me voir souffrir, les mains liées par des conseils juridiques et une planification minutieuse. Il détestait absolument voir quelqu'un qu'il aimait être maltraité. En fin de compte, la fierté les avait ruinés tous les deux. Ils ne pouvaient jamais surmonter l'entêtement qui se dressait entre eux et leur amour l'un pour l'autre. J'étais déterminé à ne pas répéter cette même erreur. Je te fais une promesse, murmurai-je à ma fille endormie. Tu passeras chaque jour de ta vie à savoir à quel point tu es profondément aimé. Et tu apprendras que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais une véritable preuve de force. Tu comprendras que tu ne devrais jamais tolérer la cruauté de quiconque, peu importe qui ils sont. Si quelqu'un essaie un jour de te rabaisser, je veux que tu te souviennes de l'histoire de ta mère qui a été laissée dans la neige, mais s'est élevée pour devenir une reine. Grace bougea légèrement dans son sommeil, sa petite main se serrant en un petit poing. Un sourire se dessina sur mon visage tandis que je l'embrassais doucement sur le front. Le lendemain fut rempli d'une réunion du conseil d'administration. La semaine suivante marqua le lancement d'une nouvelle branche de Harrington Global dédiée aux affaires éthiques et au bien-être des employés. Et le mois suivant, notre fondation devait ouvrir 3 tout nouveaux refuges. Mais pour cette nuit, j'étais simplement Emma, juste une mère regardant son enfant endormi, une femme qui avait traversé le pire et en était ressortie plus puissante. Et à ce moment-là, c'était tout. 5 ans se sont écoulés depuis cette nuit-là. Aujourd'hui est le tout premier jour de maternelle de Grace. Elle a choisi sa propre robe violette et ses tresses foncées sautent alors qu'elle bondit d'excitation. « Maman, tu penses que les autres enfants vont m'aimer ?» demande-t-elle pendant que je la conduis à l'école. « Oh, ma chérie, ils vont absolument t'aimer. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être toi-même. C'est toujours plus que suffisant. C'est ce que tu me dis toujours, exactement ce que je te dis toujours. » Je la vois s'élancer dans le bâtiment de l'école si pleine de courage et de lumière, et mon cœur a l'impression de pouvoir éclater. Ces jours-ci, Harrington Global a une valorisation de 81 milliards de dollars. Notre entreprise a grandi pour inclure l'énergie renouvelable, la fabrication éthique et le développement de logements abordables. Avec chaque choix que je fais, je considère le type de monde que je construis pour que Grace en hérite. Notre fondation a aidé plus de 15 000 personnes à quitter des environnements abusifs. Nous avons également financé 3 différentes séries documentaires qui mettent en lumière la violence domestique. Nous avons activement fait campagne pour de meilleures protections légales pour les survivants d'abus au sein du système de tribunal de la famille. Les Sterling sont devenus un faible souvenir du passé. Jonathan est sorti de prison le mois dernier, ayant purgé la totalité de sa peine. À 67 ans, il travaille maintenant comme associé de vente dans une quincaillerie. On m'a rapporté qu'il avait en fait postulé pour un poste chez Harrington Global. Sa candidature a été rejetée. Victoria, maintenant âgée de 73 ans, reste assignée à résidence et continue de travailler dans le commerce de détail. Elle passera le reste de sa vie à rembourser sa dette à l'Internal Revenue Service. Madison a maintenant 42 ans, un fait qu'elle me détesterait sûrement de partager. Son travail consiste maintenant à travailler de nuit dans un restaurant ouvert 24h/24. Elle n'a aucune présence en ligne, aucun abonné adorateur et aucune célébrité. Elle vit une vie complètement ordinaire, ce qui pour elle est la punition ultime. Il y a 2 mois, Michael a été libéré de prison après avoir purgé 5 ans de sa peine de 7 ans. Il a fait une tentative pour me contacter, demandant à voir Grace. J'ai demandé à mon avocat d'émettre une lettre de mise en demeure. Il a renoncé à tous ses droits parentaux, donc il n'a droit à rien. J'ai entendu dire qu'il est employé comme directeur d'entrepôt quelque part dans le New Jersey et qu'il est de nouveau fiancé. Pour le bien de sa nouvelle fiancée, j'espère qu'il a changé, mais j'ai des doutes.
Alexis reste en prison, avec encore 7 ans à purger sur sa peine. Et quant à ma propre vie, je suis fiancé. Son nom est David Collins et il travaille comme avocat des droits civiques. Nos chemins se sont croisés lors d'un événement de collecte de fonds pour ma fondation. Il est au courant de tout mon passé et il m'aime malgré tout cela. Ce qui compte le plus, c'est qu'il aime Grace comme si elle était sa propre fille. Après avoir partagé toute l'histoire des Sterling et ce qu'ils avaient fait, il m'a dit « Sais-tu ce que je vois quand je te regarde? Je ne vois pas une victime, ni même juste une survivante. Je vois une femme qui n'a pas permis à la cruauté de devenir son identité. Je vois une force pure. » Ce fut à ce moment précis que je sus qu'il était l'homme à qui je pouvais faire confiance avec mon cœur. Nous avons prévu de nous marier le printemps prochain lors d'une petite cérémonie avec seulement notre famille et nos amis les plus proches. Grace a été choisie comme petite fille d'honneur et a déjà méticuleusement planifié toute sa tenue. Il y a encore des nuits où je rêve d'être dans la neige. Je rêve du froid mordant, d'entendre les cris de Grace s'affaiblir et de la certitude que nous allions mourir. Cependant, je ne me réveille plus en panique. Maintenant, je me lève juste, je vais dans la chambre de Grace et je la regarde dormir un instant pour me rappeler que nous y sommes arrivés. En fait, nous avons fait plus que survivre. Nous avons prospéré. La semaine dernière, une jeune femme m'a rendu visite à mon bureau. Elle m'avait contacté par l'intermédiaire de la fondation. La famille de son mari l'avait maltraité, puis l'avait jeté sans rien. Une situation identique à la mienne. À travers ses larmes, elle dit « J'ai vu ce que vous avez traversé. Quand j'ai vu ce que vous avez accompli, cela m'a fait penser que je pouvais peut-être le faire aussi. J'ai pris sa main dans la mienne et j'ai répondu « Vous le pouvez très certainement. Et cette fois, vous ne serez pas un gueux. » Nous avons fait en sorte qu'elle loge dans l'un de nos refuges et l'avons mise en contact avec un bon avocat. Nous l'avons également aidé à organiser des séances de thérapie et l'avons assisté à déposer un rapport à la police. Quelques mois passèrent, puis elle m'envoya une photo d'elle et de ses 2 enfants, tous souriant brillamment dans leur nouvel appartement. Sous la photo, elle avait écrit « Nous sommes enfin libres. Merci de m'avoir fait croire que c'était possible. C'est la vraie raison pour laquelle j'ai tout fait. Il ne s'agissait jamais de vengeance. C'était pour des moments comme celui-là. C'était pour chaque femme qui avait besoin de la preuve que l'on peut être laissé pour morte dans la neige et pourtant se lever pour devenir une reine. La date d'aujourd'hui est le 12 avril, ce qui marque l'anniversaire de cette intense réunion du conseil d'administration. Je me fais un devoir de faire quelque chose de significatif ce jour-là chaque année. Cette année, je donne un discours à une conférence TEDx sur les sujets du traumatisme, de la résilience et de la justice. Je me tiens sur scène, regardant un public de 5000 personnes. Quand ils m'ont laissé dans la neige cette nuit-là, je commence mon discours. J'étais certaine que j'allais mourir. Je croyais que je n'étais personne. Je pensais que c'était ce que je méritais. Il s'avère que je me suis trompé surtout. Tout le monde n'est pas brisé par la douleur. Parfois, si vous avez suffisamment de force et que vous refusez de vous rendre, la douleur peut vous façonner en une version de vous-même plus forte que vous n'auriez jamais cru possible. Je ne suis pas extraordinaire. Je ne suis pas une super-héroïne. Je suis simplement une femme qui n'accepterait pas la défaite. Pour quiconque écoute et se sent perdu dans sa propre tempête hivernale en ce moment, convaincu qu'il est insignifiant, je dois vous dire quelque chose. Vous vous trompez. Vous êtes important, vous êtes incroyablement fort, vous êtes digne, et votre heure de vous élever viendra. Alors remettez-vous sur pied. La neige fond toujours. Votre royaume attend que vous le revendiquiez. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé votre propre force, appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous me disant ce que vous auriez fait à la place d'Emma. Et rappelez-vous, ce contenu a été soigneusement recherché, élaboré et édité à la main pour vous apporter non seulement une histoire, et ceci d'un, mais une leçon significative.
Votre soutien nous aide à créer plus d'histoires qui inspirent et donnent du pouvoir.